En premier lieu, je tiens à vous remercier, Monsieur le ministre, de nous honorer de votre présence qui démontre votre attachement à nos territoires de la région du Val-de-Loire et leurs activités, ainsi que vous tous présents ici. Mes remerciements se portent également au président de la Chambre d'agriculture, cher Henri, notre hôte, qui a accepté de nous accueillir pour le déroulement de cette conférence et table ronde, sans oublier l'équipe qui a piloté l'organisation de cette manifestation, avec à sa tête M. Pierre-Yves Ettelin, que je vous demande d'applaudir. J'adresse également nos remerciements à nos partenaires qui nous soutiennent dans la durée et je constate la présence notamment du vice-président du Crédit Agricole. Il me revient de vous présenter succinctement notre association. Cette association, sous loi de 1901, nommée Projet pour le Val-de-Loire, a été créée en 2002, donc il y a 20 ans, à l'initiative de M. Bernard Estivin. Sa vocation est de mettre en avant les richesses de nos territoires et terroirs, de les faire connaître auprès du grand public et tout particulièrement auprès des jeunes pour attirer les talents et contribuer à faire connaître et développer l'économie locale et circulaire autour des thématiques des produits du terroir d'un côté et de l'industrie de l'autre. Ce sont principalement des bénévoles qui organisent les événements. Elle regroupe une centaine d'adhérents issus de milieux socio-économiques très divers qui cherchent à valoriser l'image de notre belle région en termes de dynamisme et modernité et mobilise environ 800 parties prenantes régionales. Votre présence, nombreuse, représentant tous les pans de la chaîne alimentaire, nous conforte dans nos convictions et engagements. Nos actions annuelles sous les marques Savourons le Val-de-Loire et Produits du Val-de-Loire consistent à mettre en lien les producteurs, les distributeurs, les restaurateurs et consommateurs. Elles favorisent les relations éthiques, économiques et respectueuses de l'écosystème. Il est force de constater que la recherche grandissante par les consommateurs de produits locaux démontre que notre démarche avant-gardiste est plus que d'actualité. Par ailleurs, à titre d'information, nous organisons des actions pour la promotion de l'industrie sous la marque Made in Val-de-Loire. Enfin, cette conférence s'inscrit dans notre philosophie et nous sommes heureux de contribuer à poser les sujets de résilience alimentaire et de sécurité nationale en sensibilisant les acteurs nationaux, régionaux et locaux pour le bien commun. Je vous remercie de votre attention et souhaite que cette manifestation contribue à semer pour trouver les solutions aux enjeux actuels. On va maintenant donner la parole à Henri Frémont, président de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. C'est lui qui nous accueille ici aujourd'hui. Monsieur le ministre, Madame la préfète, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil régional, Conseil départemental, métropole, communauté de communes et communes, Monsieur le directeur de la DDT, Madame la directrice de la DDPP, chers collègues des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs. C'est avec plaisir que je vous accueille à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire pour évoquer ce sujet de l'alimentation. Encore merci, Monsieur le ministre, d'être présent avec nous ce matin. Thématique qui, depuis quelque temps, fait couler beaucoup d'encre. La venue de Stéphane Linou est le fruit d'une collaboration soutenue avec Madame de Colbert, Pierre-Yves Ettelin et toute l'équipe de Savourons le Val-de-Loire. Même si on avait déjà évoqué avec vous que vous pourriez venir il y a 1 ou 2 ans, mais Covid faisant, on avait été obligé de repousser cette manifestation. Une évidence de parler résilience alimentaire chez nous, dans le jardin de la France, au pays de Rabelais. Nous avons la chance d'avoir une agriculture diversifiée, avec de l'élevage, des céréales, des cultures spécialisées, de l'arboriculture, de la viticulture, du maraîchage, qui pourrait très bien répondre aux besoins alimentaires des 300 000 habitants de la métropole de Tours.
Et cerise sur le gâteau, on retrouve bon nombre de ces productions sous signe de qualité. Notre agriculture contribue aussi à l'identité économique, géographique, paysagère, culinaire, sociale et touristique de la Touraine. Pour répondre aux difficultés économiques, aux aléas climatiques que rencontrent nos exploitations agricoles, pour les rendre plus résilientes, la transformation locale de nos produits, la vente directe sont des réponses. Mais à une condition, c'est que le prix de vente soit rémunérateur pour eux. Depuis le début de ce mandat, en 2019, une des priorités que l'on s'est fixées avec mes collègues est la relocalisation de production en vue d'alimenter et d'approvisionner nos débouchés locaux. Je voudrais partager avec vous quelques réussites. Nous avons un PAT départemental porté par la Chambre d'agriculture. Il accompagne, coordonne l'ensemble des PAT et des dynamiques alimentaires territoriales portées par nos 11 communautés de communes. Je tiens à remercier Madame la préfète, Monsieur Lamotte, directeur départemental des territoires, et toute son équipe pour leur soutien actif et leur engagement à nos côtés. Nous avons aussi, comme autre action, structuré 2 filières ces dernières années, la filière Grand Bœuf et Veau Bio, pour approvisionner les restaurations collectives des collèges, EHPAD et collectivités. Un grand merci au conseil départemental d'avoir mis en place le groupement de commandes, maillon essentiel de cette réussite. Nous allons poursuivre avec la filière légumes. Nous travaillons aussi avec la ville de Tours pour l'approvisionnement de sa cuisine centrale, ainsi qu'avec le conseil régional pour ses lycéens. Le déploiement de ces filières locales, au-delà de la production, dépend très fortement de la présence et de l'optimisation d'outils de massification, de transformation et de logistique. Je pense qu'on pourra évoquer l'abattoir de Bourgueil, on l'a évoqué déjà un petit peu, pour vous partager la difficulté qu'on peut avoir. Nous pensons que la réponse à cette question de la relocalisation nécessite une approche globale et l'implication de tous. Votre venue, Monsieur Linou, est là pour nous éclairer, pour nous aider à porter encore plus loin notre dynamique. Bonne conférence à tous. On va donc rentrer dans le vif du sujet avec Stéphane Linou qui est à mes côtés. Il est l'auteur d'un livre intitulé Enquête. Il est l'auteur d'un livre enquête, intitulé Résilience alimentaire et sécurité nationale. Il est également l'un des précurseurs du mouvement des locavores en France, ancien conseiller municipal et général. Je crois qu'il va nous ouvrir les yeux sur un sujet que l'on a peut-être trop longtemps ignoré. C'est à vous. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour Monsieur le ministre, Madame la préfète, Monsieur et Mesdames les élus. Et je ne serai pas aussi précis que mes prédécesseurs pour tous et toutes vous nommer, donc je m'arrêterai là. Et comme je n'ai que 30 minutes, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Alors pas forcément, je n'ai pas la prétention d'éclairer, mais un peu quand même dépoussiérer quelque part le plus vieux sujet du monde. J'invente rien. Ça fait 20 ans que je creuse le lien, à peu près 20 ans, entre l'alimentation et la sécurité. C'est tout simplement le plus vieux sujet du monde. Alimentation et sécurité. Alors ça me fait un peu bizarre et je remercie déjà les organisateurs de m'inviter à parler de cela au pays de Rabelais, qui était un gastronome évidemment, mais également un très grand pacifiste. Et le lien entre l'alimentation et la sécurité a toujours été dans nos têtes individuelles et collectives. Et ce lien-là de l'alimentation et de la sécurité, depuis que nous sommes, et là encore on fait un petit clin d'œil à Rabelais, depuis que nous sommes collectivement en ébriété énergétique, eh bien quelque part, on s'est dit que se nourrir était une affaire réglée, que se nourrir, ça viendrait toujours de quelque part, au pire si on n'en a pas. Et donc en fait, ce sujet qui était dans les têtes individuelles et collectives est progressivement sorti de ces têtes-là. Et en fait, c'est quand même un peu bizarre, puisque en tant qu'espèce sapiens, on a commencé par courir après la nourriture, parce qu'on était chasseurs-cueilleurs. Notre ventre allait vers la nourriture, pour aller prélever les végétaux, les animaux qui couraient avec, après, tout ça. Ensuite, lorsque le climat s'est stabilisé et réchauffé, cette nourriture, on l'a faite pousser autour de notre ventre. C'est là qu'on a inventé l'agriculture au néolithique, moins 10 000, 12 000.
Et ensuite, pour sécuriser ces récoltes, on s'est regroupé en communautés, on a inventé les villages, et cette nourriture, on l'a sécurisée collectivement autour de notre ventre encore. C'est là qu'on a transformé l'espace en territoire, c'est là qu'on s'est dit collectivement, de cette colline à cette colline, c'est à nous, on le gère collectivement. C'est là qu'on a inventé donc l'aménagement de l'espace, l'aménagement du territoire, c'est là aussi qu'on a grandement inventé la politique. Donc après que notre ventre soit allé vers la nourriture, après qu'on l'ait fait pousser autour de notre ventre et après que l'on l'ait collectivement sécurisé autour de notre ventre, et bien maintenant, c'est cette nourriture qui vient à notre ventre, sans que l'on se questionne sur le comment, sur le jusqu'à quand, sur le est-ce qu'on est maître de tous les maillons qui font cette chaîne alimentaire, sur le est-ce qu'il y a des stocks, sur le est-ce qu'il y a des plans collectifs en cas de pépin. Non, ça on ne se questionne pas forcément. Et si l'on regarde ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des mers, au Moyen-Âge par exemple, elle était basée sur l'exercice de 4 sécurités. La sécurité extérieure, il fallait se protéger des envahisseurs, il fallait ériger et entretenir les remparts. La sécurité sanitaire, il fallait mettre en place l'assainissement collectif, lutter contre les épidémies, tout ça. La sécurité intérieure, en fait, l'ordre public. Parce qu'avant qu'on ne fabrique, qu'on invente les États-nations, l'ordre public, il était grandement assumé au niveau local. Et la 4e, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation. Contrôle des marchés, des flux, et il y avait des stocks. Donc en fait, contrairement à maintenant, la pénurie était la règle. L'abondance était l'exception. Donc, nous étions organisés autour de la règle qui était la pénurie. Donc c'était une conscience, une responsabilisation et une mise en œuvre d'action collective, politique, qui se rajoutait à une conscience, à une responsabilisation et à une mise en œuvre d'action individuelle, c'est-à-dire que chacun avait son bout de jardin. Chacun cuisinait, chacun avait un peu de stock et tout ça. Donc tout ça, ça n'empêchait pas forcément les famines. Mais au moins, en cas de pépin, ça sauvait les meubles. Il y avait comme quand, de nos jours, Windows plante, système d'exploitation. Ça bascule en mode sans échec. Il n'y a pas tout, c'est pas sexy, d'accord, mais au moins l'essentiel fonctionne. En fait, il y avait en quelque sorte un mode dégradé alimentaire qui était co-construit par les individus et les édiles. Et petit à petit, cette question de nourrir les populations est sortie du champ politique pour être maintenant indirectement assumée par des acteurs privés, que ce soit Leclerc, Carrefour ou autres, qui n'ont même pas de jour de stock. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, et notamment, si l'on regarde en France, Napoléon arrive. Il dit voilà, oula, moi, les préfets, excusez-moi, madame, répète, les maires, tout ça, je m'en méfie, c'est moi qui les nomme. Donc il y a une grosse centralisation, notamment au niveau de l'aménagement de l'espace, notamment au niveau de l'urbanisme, où entre ce moment-là et les lois de décentralisation de 83, avec la tutelle, quelque part, tout se passait autour du préfet ou de la préfète. Donc on s'est dit, ah ben en 83, ben les maires de 83, ils vont, maintenant qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir, notamment au niveau de l'aménagement de l'espace, ils vont reprendre à bras le corps le sujet sur lequel était grandement basée la légitimité politique de leurs ancêtres. Ben non, puisque les élus de 83, les élus en général qui ne sont que le reflet des gens qui les ont mis en place, et je le sais, j'ai été élu, eh bien les élus de 83 sont d'une génération qui sont nés le ventre plein. Et en plus, c'était l'époque où il y avait les stocks au niveau européen, les montagnes de beurre et tout ça. Bon, se nourrir, c'est une affaire réglée. Pourquoi je vais m'enquiquiner dans mes documents de planification territoriale à réserver des terrains et des paysans et des outils de transformation et compagnie pour qu'il y ait de la nourriture sur mon territoire, puisque je m'en fous, ça vient toujours de quelque part.
Donc, je vais me focaliser sur d'autres sujets, beaucoup plus peut-être en plus, comment on peut dire, des sujets beaucoup plus, qui met beaucoup plus en valeur, parce qu'il y avait des choses à inaugurer. On n'a jamais coupé un ruban pour dire: «Regardez, j'ai sauvé des terres nourricières». Non. En plus, ça rapportait pas trop de taxes professionnelles. Donc du coup, le foncier est devenu donc la variable d'ajustement de toutes les autres politiques. Et donc, dans les documents de planification territoriale, on a pu quantifier le nombre de crèches, le nombre de lotissements, le nombre de grandes surfaces, tout ça. Mais le nombre de surfaces agricoles, avec le nombre de paysans et d'outils de transformation, non. On ne l'a pas quantifié, ça. Tout simplement parce que c'est sorti des têtes collectives, mais c'est également sorti des têtes individuelles. C'est également sorti des têtes individuelles. Jusqu'à présent, les diététiciennes ne croulent pas sous les demandes de gens, comment je peux me nourrir si jamais j'ai des problèmes, s'il n'y a plus de nourriture dans les supermarchés. Non, c'est, à part pathologie, c'est aidez-moi à choisir. Aidez-moi à choisir. On est plus préoccupé encore dans nos pays pour les excès de l'alimentation que sur un éventuel non-accès. Parce qu'on est encore dans le logiciel de l'abondance. La preuve, il y a des magazines qui s'appellent Que choisir. C'est pour nous aider à choisir au milieu de cette abondance. Vous revenez avec une machine à remonter le temps au Moyen-Âge en disant, de nos jours, on a tellement de nourriture, on a tellement de choix qu'on est obligé de lire des magazines qui nous aident à choisir. Donc là, en fait, individuellement et collectivement, ce sujet le plus vieux du monde est sorti des têtes, individuelles et collectives. Mais cette dynamique-là est née aussi de la découverte et de l'exploitation des énergies faciles, les énergies fossiles, charbon, pétrole, qui ont fait que la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, l'économiste, qui dit, voilà, maintenant que le transport ne coûte rien, les territoires vont pouvoir se focaliser sur les productions sur lesquelles ils se sentent les meilleurs. Et dans le même temps, ils vont pouvoir abandonner les productions sur lesquelles ils se sentent les moins beaux. Donc c'est là, on a dit, là, que du blé, là, que de la vigne, là, que de l'élevage ou autre. Donc en fait, les territoires se sont rendus donc dépendants quelque part, j'appelle ça de perfusion, et se sont transformés quelque part en EHPAD à ciel ouvert. Dans le sens où, contrairement aux personnes qui rentrent en EHPAD où c'est jamais de gaieté de cœur, c'est suite à des contraintes, à des maladies, à des dégénérescences ou autres. Là, c'est dans la joie et dans la bonne humeur que nos territoires se sont volontairement désautonomisés. Pour arriver maintenant à une autonomie alimentaire moyenne de nos territoires égale à 2%. 2%. C'est-à-dire qu'en gros, 98% de notre alimentation, on l'a fait venir d'autres régions. Mais dans le même temps, ce qui est aussi intéressant, c'est que 97% de notre alimentation, qui est produite, 97% de la production dans nos territoires est envoyée dans d'autres territoires. Donc en fait, il y a des flux dans les deux sens, il y a des perfusions dans les deux sens, donc il y a des vulnérabilités dans les deux sens, si jamais ces perfusions connaissent une dégradation, quelle qu'elle soit. Donc en fait, quelque part, ce que je veux bien appeler le microbiote territorial alimentaire. Le microbiote, on en parle beaucoup, microbiote intestinal ou autre. Moi, j'ai envie de dire que nos territoires, quelque part, ils ont toujours été quelque part, et j'idéalise pas des temps où on vivait pas très vieux, mais c'est pas ça. Il y avait quand même un peu de tout. Et au niveau alimentaire, les territoires étaient constitués d'acteurs, j'ai envie de dire le club des 5, au niveau du microbiote territorial. Au niveau alimentaire, il y avait donc des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, des consommateurs et des collectivités locales qui travaillaient ensemble, étaient assez nombreuses, ces acteurs étaient assez nombreux pour quelque part être en équilibre et en homéostasie. Il y avait un certain équilibre. Et cet équilibre-là a été complètement enlevé et détruit et détricoté avec cette hyper spécialisation des territoires qui a pu faire jusqu'à maintenant une force, mais on voit que c'est une faiblesse maintenant. Donc en fait, quelque part, j'aimerais dire que faut pas viser forcément les 100% d'autonomie alimentaire, c'est pas forcément souhaitable, on n'y arrivera pas forcément. Mais entre le 100% qu'on n'atteindra pas, qui n'est pas forcément souhaitable, parce qu'il faut quand même garder des cultures d'exportation,
Et les 2% actuels qui nous mettent en insécurité alimentaire, il y a de la marge, entre 2 et 100%. Plus on éloignera le curseur des 2% actuels, plus on augmentera la résilience et la sécurité de nos territoires. C'est aussi pour ça que, souvent une formule que je donne, c'est qu'il faudrait peut-être rajouter un volume de cyrulnique dans le Ricardo. Ricardo nous a fait complètement nous spécialiser et nous vulnérabiliser par rapport au flux. Et Cyrulnik, le pape de la résilience, dit qu'en fait, une partie de la résilience, c'est la diversité. La diversité et la redondance. Donc en fait, ces questions-là, je me les suis toujours posées. Et mon premier métier, ça a été d'accueillir des candidats à l'installation en agriculture. Et je rentre dans ce monde de la production. Et je me dis, mais dans ce monde-là, on doit bien se poser la question de la déterritorialisation de la production et de la consommation alimentaire. Ah ben non. Bon. Pas longtemps après, je rentre dans un deuxième monde, le monde de la sécurité. Et là, je m'engage comme pompier volontaire. Et là, je me dis, dans ce monde de la sécurité, on doit bien simuler une rupture d'approvisionnement alimentaire pour voir si on est prêt, s'il y a des plans et tout ça. Pendant 19 ans où je suis resté pompier en caserne, on n'a jamais fait une manœuvre là-dessus. Pas longtemps après, je rentre dans un troisième monde, le monde associatif. Et là, je me dis, bon, au niveau associatif, c'est bien et tout ça. On se pose beaucoup de questions sur la qualité, sur le revenu des agriculteurs, les circuits courts, tout ça. Mais la sécurité, non. Et je rentre dans un quatrième monde, le monde de la gouvernance, où je suis embauché comme conseiller en développement local, en communauté de communes. Et là, je me dis, dans ce monde-là, qui est à la croisée de tout, on doit quand même, et il y a plein de maires, de l'ordre public, tout ça, ils doivent quand même se poser la question, ils doivent avoir des plans. Eh bien non. Et là, je me dis, mais attends, ce sujet qui est quand même transversal, tu as un pied dans 4 mondes, et en fait, tu n'as aucun de ces mondes qui regarde ce sujet de manière transversale, alors que c'est un sujet transversal, et tu aurais beau les mettre dans une même pièce, ils n'arriveraient pas forcément à se comprendre puisqu'ils n'ont pas les mêmes codes. Et aucun monde, quelque part, n'a les codes des 3 autres. Et donc, du coup, je me dis, bon, il va falloir que tu fasses avancer le sujet. J'apprends l'existence des AMAP en 2004 et je monte les premières AMAP du département de l'Aude, donc des consommateurs qui achètent à l'avance et au bon prix des productions à des agriculteurs. Et en fait, je me dis, tiens, il y a les 3 piliers, économie, écologie, lien social. L'économie, donc, il y a en fait le revenu pour le producteur qui a sa production achetée au bon prix. La richesse reste également fixée sur le territoire, elle ne s'évade pas à travers les paradis fiscaux, elle reste là. Écologie, il y est, oui, puisqu'il y a le deal qui est fait entre consommateur et producteur. C'est moi le consommateur, je m'engage auprès de toi le producteur, à t'acheter à l'avance ta production, à condition qu'elle soit bio ou qu'elle le devienne. Donc en fait, il y a un engagement à changer de pratique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au producteur, lui donne de la visibilité à travers 3 ingrédients. Des prix rémunérateurs, des volumes et le temps. Donc sans ces ingrédients-là, vous le savez, vous ne pouvez pas changer de braquet ou de direction. Et là, je me disais, c'est marrant parce qu'en fait, ce sont des consommateurs qui fabriquent du temps long à une profession, en miniature. Hein. Mais oui, ça serait bien de l'élargir. Et j'avais envie de rajouter un 4e pilier à ceux de l'économie, l'écologie, le lien social. C'est le pilier de la sécurité. Pourquoi la sécurité ? Et parce qu'en fait, je me dis, mais comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, ces consommateurs, en fléchant leurs achats, payés au bon prix à des producteurs locaux, sans le savoir, ils fabriquent de la sécurité parce qu'ils entretiennent des infrastructures nourricières autour de chez eux. Ce sont des achats de sécurité, des achats structurants. Et quelque part, on parle beaucoup d'externalités négatives concernant l'environnement, au niveau social, tout ça. Mais ce que j'appelle les externalités négatives de sécurité, qui c'est qui en parle ? Personne. Et là, je me disais, ces consommateurs sont extrêmement conscients, ils sont extrêmement citoyens, parce qu'en fléchant leurs achats, ils coproduisent de la sécurité, parce qu'ils entretiennent par leurs achats fléchés au bon prix des infrastructures autour de chez eux. Lorsqu'on achète un produit
qui viennent de loin, eh bien, sans le savoir, on détricote, on fabrique de l'insécurité localement. Parce qu'on détricote par nos non-achats des infrastructures productives, de transformation, de distribution et artisanale autour de nous. Et on l'a vu pendant le Covid. Lorsqu'il y a un sentiment global d'insécurité, on se raccroche aux repères locaux qui rassurent. Donc en fait, je m'étais dit, ce 4e pilier de la sécurité, il faudra que tu le fasses un peu plus avancé. Et en 2008, je décide de lancer le mouvement locavore en France. Pendant un an, je me fixe l'objectif de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon assiette. Donc pendant un an, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, tout ça. C'était pour alerter sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements, mais également pour avancer des pistes. Et le titre de mon expérience, c'était, bon, mangeons local, d'accord, mais le sous-titre était très clair, mais en fait, jamais on me posait des questions dessus. C'était permettre à un territoire et à sa population de se nourrir localement, 2 points, une question d'ordre public. J'étais parti d'un scénario qui était, imaginons qu'un jour, il y ait une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement. Combien de temps on tiendrait sans se taper dessus avec le peu que nous produisons à titre individuel, avec le peu que nous stockons à titre individuel, avec le peu que nous savons transformer de nos jours à titre individuel, avec le fait que nous nous fournissons à peu près pour 70% de notre alimentation à travers les grandes surfaces qui n'ont que 2 jours de stock, puisque le mot stock c'est un gros mot dans l'économie du juste à temps, avec le fait que nos infrastructures nourricières, à force de ne plus acheter au juste prix aux producteurs ce qu'ils font, eh bien, tels des muscles que l'on n'entretient pas, eh bien, leur nombre a fondu autour de nous et les rares qui restent sont trop spécialisés. Avec le fait qu'il n'y a pas de stock dans les collectivités locales, il n'y avait pas de plans communaux de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, et avec le fait qu'il n'y a pas apparemment de stock alimentaire stratégique d'État, et que nous sommes devenus des populations intolérantes à la frustration. Donc en cas de pépin, en cas de rupture d'approvisionnement alimentaire, c'est-à-dire en cas de dégradation de nos perfusions, qui équilibrent artificiellement nos territoires, nos microbiotes territoriaux par rapport à des productions qui ne font plus, combien de temps on tiendrait sans se taper dessus? Eh bien en fait, pas longtemps. Donc en fait, j'avais alerté sur cela et on me demandait toujours « Alors, comment t'as fait? Est-ce que t'es tombé malade ?» et tout ça. Donc je me suis fait suivre par un médecin, bilan sanguin, avant, pendant, après. On m'a dit « Ouais, tu dois être riche parce que manger local, ça coûte cher. » Donc je me suis fait suivre par une conseillère en économie sociale et familiale, tout ça. Faut répondre maintenant, le bon sens, on est obligé de le démontrer. Hein. Les fake news, il n'y a pas besoin, il faut leur vie, elle se multiplie. Par contre, le bon sens, maintenant, on est obligé de le démontrer. Et on m'avait dit, mais tu vas devenir asocial, personne ne voudra t'inviter, et tout ça. Donc, je mangeais régulièrement avec une sociologue. Je lui ai dit, ça te dirait de me suivre là pendant un moment? Elle m'a dit, ouais, si tu veux. Bon, au bout de 10 jours, je lui ai dit, il n'y a pas besoin. J'étais tellement médiatisé qu'en fait, jamais vu autant de monde. Bon. Donc, le mot locavore, que je n'ai pas inventé, c'était un terme américain, est rentré dans le dictionnaire suite à cette grosse médiatisation. Et en 2011, je me présente aux élections. Je suis élu conseiller général de l'Aude sur un triptyque sécurité, écologie, économie. J'avais quantifié que les 120 familles que j'avais organisées autour de Castelnaudary, eh bien, fléchaient et fixaient sur le territoire par semaine plusieurs milliers d'euros. Donc, comme l'économie n'est qu'un sous-produit de l'écologie, puisque l'économie, c'est quoi? C'est transformer des ressources avec de l'énergie, avec du savoir, de l'organisation au milieu. Et entre la droite et la gauche, c'est la fiscalité, on joue dessus. Mais sinon, c'est ça. S'il n'y a pas de ressources accessibles, suffisantes et en bon état, il n'y a pas d'économie, ou alors c'est pas la même. Mais il n'existe pas de sécurité s'il n'y a pas d'écologie. Puisque la sécurité, c'est pas que l'image qu'on se fait, drone, flashball et compagnie, c'est pas ça. C'est tout ce qu'on met en place en amont pour pas que l'insécurité arrive. S'il n'y a pas des ressources en état accessible et suffisantes
et avec une organisation autour de ça, et notamment sur le premier étage de la pyramide de Maslow, des besoins physiologiques à satisfaire, et bien le deuxième étage de la sécurité, il est concerné. Donc en fait, économie, écologie et sécurité, c'est complètement lié. Avec ça, je suis élu. Et là, je rencontrais régulièrement donc des militaires, des policiers, des pompiers, des préfets, des préfètes. Il y a eu une préfète à l'époque. Et je dis voilà, en 2008, si c'était une préfète dans l'Aude à l'époque. Et je disais voilà, en 2008, j'ai fait cette expérience. Est-ce que pour vous, la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, à l'heure où nous sommes devenus des sociétés intolérantes à la frustration, est-ce que pour vous c'est une question? Si oui, qui c'est qui y réfléchit? Si oui, qui s'en occupe? Si oui, est-ce qu'il y a des plans? Si oui, quand ont-ils été répétés? Et à chaque fois que je posais ces questions, je voyais dans la tête de mes interlocuteurs que ça en devenait une. Et là, je me dis, bon, ça n'a pas trop évolué. Les circuits courts, oui, mais liés à la sécurité et à la prévention, et à la sécurité civile, pas trop. Et donc, en 2017, je décide de reprendre mes études, et je fais un master spécialisé en gestion des risques sur les territoires, et je décide d'en faire mon sujet de recherche. Et là, je me suis dit, tu vas revenir, il va falloir qu'on te croie. Ce que tu sais déjà, eh bien, quelque part, il faudra que tu te fasses encadrer par une équipe qui garantisse la bonne crédibilité de ta démarche. J'ai fait un peu comme Colombo. Je connaissais déjà les résultats au début. Colombo, lui, tout son travail, c'est d'aller chercher les preuves pour prouver que sa certitude du début, elle est vraie. Mais lui, il est un peu filou. Moi, j'ai pas été filou dans la recherche. C'est-à-dire, je me suis fait encadrer par un ancien colonel de Légion et par un géographe, un directeur d'aménagement du territoire d'une collectivité à côté de Paris. Et j'ai été cautionné par la division du renseignement de la gendarmerie nationale et par la zone de défense et de sécurité de Paris. Et sous la forme d'un questionnaire, donc j'avais publié un article dans la revue Préventique spécialisée dans les risques que j'avais intitulé « Qui veille au grain ?» avec un double sens. Le grain, d'accord, les céréales, mais le grain, c'est un terme de marin. Veiller au grain, c'est regarder que le mauvais vent ne nous retourne pas. Donc, un terme de gestion des risques. Et en fait, les questions étaient très simples. C'était, est-ce que pour vous, une cyberattaque sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire venant d'Ukraine, j'ai répondu un article, voilà, c'est ça, serait de nature, vu que il n'y a pas de territorialisation de la production et de la consommation, qu'il n'y a pas de stock et qu'il n'y a pas de préparation des populations, est-ce que ça serait de nature à provoquer des troubles à l'ordre public? La majorité m'a répondu oui. Alors j'ai eu des retours extrêmement importants, plus de 53% de retours écrits, des policiers, des généraux, le chef d'état-major de la zone de défense et de sécurité de Paris, la Fédération nationale des SAFER, des policiers, des gendarmes, évidemment des pompiers. Et en gros, c'était, est-ce que dans le monde de la production alimentaire, on pense au risque et à la sécurité? Est-ce que dans le monde des risques et de la sécurité, on pense à la production alimentaire? Et est-ce que dans le monde de la gouvernance, on comprend la question? Et en fait, les résultats ont été édifiants. Et oui, effectivement, il pourrait y avoir des troubles à l'ordre public et notre continuum sécurité-défense serait impacté. Pour faire court, le continuum sécurité-défense, c'est ce qu'il y a entre le vigile de supermarché et le sous-marin nucléaire lanceur d'engin. Pour faire court, le vigile de supermarché serait débordé, qui ferait appel à la police municipale qui serait débordée, qui ferait appel à la police nationale qui serait débordée, qui ferait appel à la gendarmerie nationale qui serait débordée, et qui ferait appel au reste de l'armée qui serait affaibli. Donc la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, associée à une impréparation des populations et des territoires, et de plus en plus de nature à affaiblir notre continuum sécurité-défense, donc concerne 2 des 3 piliers régaliens, sécurité intérieure et sécurité nationale. Donc,
ça intéressait, et donc il y aurait des priorités d'engagement, comme le disait le général de gendarmerie. Oui, il y aurait des priorités d'engagement, comme pendant la pandémie. Il y a 3 respirateurs, il y a 10 demandes de gens qui ont besoin de respirateurs. De qui on s'occupe? C'est ça, les priorités d'engagement. C'est avec les moyens qu'on a, et vu la charge que l'on a, on priorise qui? Donc s'il n'y a pas une préparation des territoires et des populations, nos infrastructures de sécurité seront débordées parce qu'on sait qu'elles sont dimensionnées pour, quelque part, gérer les risques courants et pas forcément les risques systémiques. Donc ça a intéressé une sénatrice, la sénatrice Laborde de la Haute-Garonne, qui m'a pas pris pour un fou. Et en fait, elle a porté ce sujet au Sénat. Elle avait posé une question d'actualité au ministre de l'Intérieur, en lui posant le sujet comme ça. Et il lui a répondu, oui, effectivement, c'est un risque majeur. Intéressant. Donc du coup, elle m'a dit, ah ouais, ça c'est intéressant, les plans hors sec c'est bien, mais c'est bien pour répondre à un problème limité dans le temps et limité dans l'espace, pas pour un problème d'ordre systémique. Donc du coup, elle a déposé un projet de résolution intitulé Résilience alimentaire des territoires et sécurité nationale, d'ailleurs comme mon bouquin. Elle a fait tout un tas de propositions et notamment enrichir la loi de modernisation de la sécurité civile là-dessus, enrichir la loi de programmation militaire parce que le foncier n'est pas dans le secteur d'activité d'importance vitale qu'est l'alimentation. Il y a 12 secteurs d'activité d'importance vitale. Oui, l'alimentation il y est, oui, mais le foncier n'y est pas, entre autres. Les semences n'y sont plus. D'ailleurs, la PCA a repris une de mes propositions juste après le Covid pour que l'alimentation soit prise en compte dans tout son spectre, mais au niveau de la sécurité. Qu'il y ait aussi une loi foncière qui aille également dans ce sens. Et donc, en fait, il n'a manqué que 16 voix pour que ce projet de résolution soit adopté au Sénat. Donc, jamais la non-résilience alimentaire des territoires, apparemment, n'avait été abordée ni à l'Assemblée ni au Sénat, mais articulée avec la sécurité civile intérieure et nationale, encore moins. Donc, il y a eu des avancées. Mais ce qu'il y a d'extrêmement intéressant aussi, c'est que le ministre, donc c'était votre prédécesseur, monsieur le ministre, c'est monsieur Guillaume, et son groupe parlementaire avait voté pour ce projet de résolution et avait argumenté dans le sens que, oui, effectivement, au vu du dérèglement climatique, de notre extrême dépendance aux énergies fossiles, la raréfaction de l'eau, la destruction des terres et l'hypersophistication de nos chaînes d'approvisionnement alimentaire font que, même en France, nous sommes vulnérables face aux menaces systémiques. Et donc, il dit, voilà, le gouvernement est globalement d'accord avec les orientations et les propositions de ce projet de résolution. Donc ça, c'était bien. Même si le projet de résolution n'a pas été adopté, en creux, quelque part, on avait gagné. Donc du coup, à partir de là, j'ai formé des élus. J'ai commencé à former des élus avec l'Institut supérieur des élus pour amener donc ce sujet au plus près des territoires pour dire voilà, notre continuum sécurité-défense pourrait être affaibli en cas de rupture d'approvisionnement alimentaire. Il n'y a que le Girondin qui peut soulager le régalien en créant des mesures barrières alimentaires territorialisées pour limiter la pression générale. Donc cela, j'amène donc ces démonstrations et j'incite donc justement les territoires à enrichir leur plan communal de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Puisque le ministre de l'Intérieur lui-même a dit que c'était un risque majeur. Et là, ça porte ses fruits puisque des communes ont déjà enrichi, suite à ces formations, leur plan communal de sauvegarde, en mettant le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, en l'enrichissant, mais en mettant des mesures très concrètes, des mesures de prévention et des mesures de protection, et notamment flécher davantage la consommation vers les producteurs locaux, mettre en place des jardins ouvriers, réserver le foncier pour de la production, pourquoi pas augmenter des stocks à la cantine, préparer les populations et tout ça.
Donc en fait, c'est un sujet extrêmement œcuménique qui fait que, au vu des enjeux climatiques, énergétiques, économiques et tout ça, l'alimentation peut être le cheval de Troie idéal pour faire comprendre tout le reste. Et il y a un SDIS, un service départemental d'incendie et de secours, qui a bien compris le sujet et qui, depuis quelques semaines, m'a nommé officier expert sapeur-pompier sur la question, en résilience alimentaire et sécurité civile. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est un sujet qui peut rassembler tout le monde et qui répond à ces divers enjeux, mais à condition évidemment, même si on est au pays de Rabelais, tout plein d'abus, de pléthore, d'abondance et d'ébriété, on va être obligé de gérer la sobriété. Et l'alimentation peut être un formidable cheval de Troie pour amener population, élus, services de l'État, agriculteurs évidemment et transformateurs là-dessus. Et voilà, donc je pense que j'ai explosé le temps. Et il y a quand même un truc, je souhaite juste terminer là-dessus. Là, je suis en train justement d'adapter mes défis locavores pour la télé. Et donc, la métropole de Nice m'a passé commande pour filmer une famille qui relève mon défi qui consiste à réaliser un repas de fête local, chic et pas cher. Et bas carbone. Local, moins de 51 km autour de l'assiette. Chic, donc très très bien présenté. Et pas cher, moins de 9,50 € par personne, coût matière, mais correctement payé aux producteurs. Je le répète, on est à la Chambre d'agriculture, correctement payé aux producteurs. Moi, j'arrive avec le pinard. Mais également bas carbone, c'est-à-dire à moins de 1,6 kg d'équivalent carbone par personne. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, c'est 1,6 kg qui correspondent aux accords de Paris de la COP21 qu'on a signé, mais qu'on ne sait même pas à quoi ça correspond. Qui comprend les efforts que nous devons faire, c'est-à-dire diviser par 5 notre budget carbone, et qui sait à quoi ça correspond dans l'assiette. Donc en France, on comprend mieux les choses lorsque c'est décliné par l'assiette, lorsque l'on se met à table, lorsqu'on met tout le monde autour de la table. Donc c'est cela que, voilà, tout bêtement, depuis le pays de Rabelais, je pense que Rabelais pourrait lancer le signal de ce sujet, donc c'est-à-dire l'alimentation et le pacifisme et la sécurité en mode préventif. Voilà, veuillez m'excuser si j'ai dépassé du temps. Excusez-moi, monsieur le ministre. Voilà. Merci monsieur Stéphane Linou. Alors, quelles sont les solutions locales pour limiter, vous l'avez dit, notre vulnérabilité alimentaire face au changement climatique ou aux conflits internationaux? Pour en débattre, 4 interlocuteurs en plus de vous, monsieur Linou. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Henri Frémont, que vous avez vu, président de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. Éloi Canon, premier vice-président du Crédit agricole Touraine-Poitou. Et Silver Guérin, directeur de la transition écologique à Tours Métropole. Différentes personnalités qui vont donc pouvoir nous éclairer un peu plus sur cette thématique de la résilience alimentaire. Alors je vais commencer avec vous, monsieur le ministre. Durant une demi-heure, Stéphane Linou vient de nous expliquer que l'État avait peut-être sous-estimé les conséquences d'une possible rupture alimentaire. Qu'en est-il? Vivons-nous dans l'illusion d'une abondance perpétuelle, selon vous? On va peut-être m'entendre. Je vais essayer de prendre un micro quand même. Sans le casser. Ça, c'est le fil qui va me manquer. Bonjour à toutes et à tous. Simplement quelques réflexions sur l'intervention qui vient d'être faite. Je commence un peu comme Colombo d'ailleurs, par la fin à la conclusion. Je partage l'idée qu'il faille aller vers ce que vous proposez. En revanche, je parle pas du tout et je pars pas du tout des mêmes constats. D'abord, j'ai du mal, alors là je caricature un peu, j'ai du mal à penser que le système qui était construit dans les siècles précédents était un système. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé sous nos yeux, les famines, elles n'ont pas existé entre 1945 et aujourd'hui, et elles ont beaucoup existé dans les siècles où on était complètement sur une production locale. Donc je comprends les inquiétudes que vous avez sur l'avenir, mais la réalité qu'on a sous les yeux, c'est peut-être ça qui a fait qu'on s'est endormi d'ailleurs.
c'est que la question, ça va être plus confortable pour mon dos, j'aurai l'air un peu moins penché. C'est que la question alimentaire dans les siècles qui nous ont précédés, elle a provoqué des guerres, elle a provoqué des guerres civiles, elle a provoqué même accessoirement une révolution. Et c'était pas dans le siècle dans lequel on est qu'elle les a provoquées. C'était donc le modèle précédent, il était résilient peut-être, mais enfin il a provoqué beaucoup de désastres liés notamment, et je vais y revenir, au dérèglement climatique. Le deuxième sujet quand même, c'est que là c'est la quantité, mais on oublie aussi que dans ces siècles-là, on mourait beaucoup parce que l'alimentation avait un problème de qualité. Quand même aussi, il y avait beaucoup de gens. Le nombre de gens qui mouraient chaque année, non pas de famine, mais parce qu'ils avaient mangé un produit dont ils s'étaient intoxiqués, existait. Donc c'est un deuxième élément. Troisième élément, on ne peut pas décrire tout à fait la même situation. Au XVIIe siècle, 80 ou 90% de la population est agricole et donc rurale. Ce n'est pas le même système qu'on a sous les yeux. Donc, autant je partage le point de vue qu'il faille, ça c'est pas pour dire qu'il ne faut pas aller vers ça, mais ne pensons pas que le système dans lequel nous étions construits avant, dans le siècle précédent, était un système qui assurait la paix, la sécurité alimentaire des personnes, avec parfois des distorsions, comment dirais-je, selon les régions, qui étaient gravissimes. Entre votre région et cette terre plus facile, plus abondante, plus bénie des dieux, comme on dit parfois. Évidemment qu'il y avait une différence. D'ailleurs, ça expliquait aussi les phénomènes migratoires intraterritoriaux. Pourquoi les gens du Sud ou les Bretons allaient vers des terres comme les nôtres, ou quittaient même le territoire français, c'est parce qu'ils n'avaient pas à manger. Donc, n'idéalisons pas trop quand même le modèle précédent. Et par ailleurs, on n'est pas dans le même monde. Vous l'avez dit, on est dans un monde qui veut de la diversité, qui a un rapport à l'abondance qui est quand même particulier. On est dans un monde qui ne s'est pas soucié pendant longtemps, et c'est dommage, des questions énergétiques. Et on est quand même dans un monde interdépendant. Je finis en disant, et je réponds juste, mais je voulais juste poser ces questions-là parce que je pense que c'est important. La question, j'ai deux sujets complémentaires. Vous évoquez une cyberattaque. Enfin, on n'a pas eu une cyberattaque, mais on a eu un coronavirus. Ça ressemble à une cyberattaque. C'est pas mal parce que c'est du jour au lendemain, 60 millions de Français, 3 milliards d'êtres humains quasiment chez eux. Normalement, ça aurait dû provoquer le cataclysme que vous décrivez. Or, la chaîne alimentaire a continué. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser d'autres questions, hein. Mais la chaîne alimentaire, elle a marché. Elle a marché parce que très rapidement, on pu se mettre en place des systèmes locaux. Ça a levé parfois les contraintes réglementaires qu'on a un peu trop dans ce genre de dispositif. Elle a marché aussi, je ne suis pas un promoteur de la grande distribution, parce que les gens, ils faisaient à la fois la queue en circuit local et ils faisaient la queue aux grandes surfaces. Parce que moi, j'en ai vu des queues dans les grandes surfaces, à l'extérieur. Et là, certes, il n'y avait que 2 jours de stock, mais ça a marché alors que tout le monde était enfermé chez lui. Et donc, ne disons pas qu'on est aussi fragile que ça, mais il faut être vigilant, et ça, c'est là que vous avez raison. Il faut être vigilant parce que le système qu'on a, on voit bien ses fragilités. Alors, c'est là que je les mets ailleurs, si je peux me permettre. Je les mets. On a un système qui est trop dépendant à l'énergie. Et ce n'est pas qu'une question de local d'ailleurs, mais c'est un système qui est. Je vais vous dire, je suis plus inquiet de ce qui se passe actuellement sur la hausse de l'énergie que ce que j'ai vu sous Covid. Parce qu'aujourd'hui, la hausse de l'énergie en agroalimentaire, c'est peut-être des chaînes qui vont s'arrêter parce qu'ils ne peuvent plus payer. Vous voyez, les gens qui font des endives, quand vous passez de 80 000 à 800 000 de factures énergétiques, la seule solution, c'est de laisser les endives dans le champ. Alors ça, c'est un problème. Et donc, le problème, ce n'est pas tant la localisation. Le problème, c'est la dépendance à l'énergie. Dans la production, à l'énergie que nous ne produisons pas nous-mêmes. Dans la production et dans la chaîne de valeur qui est la chaîne agroalimentaire, la distribution, la production en agroalimentaire. Ça, pour le coup, c'est un sujet. Alors là, il faut qu'on essaye de passer l'hiver, comme disait l'autre. Mais là, pour le coup, vous avez totalement raison. Cette dépendance énergétique, y compris dans le secteur agricole, pose un problème. Troisième élément de réflexion, je pense que cette résilience, elle permet aussi, et y compris les projets dont on va parler, qui sont les projets de développer l'alimentation dans les territoires et de poser la question de l'alimentation au plus proche. C'est une question énergétique, c'est une question de dialogue entre la société et les agriculteurs dans une société qui n'est plus à dominante agricole et rurale. Parce que c'est un moyen de faire parler ces mondes-là. C'est un moyen de réfléchir sur ce qu'est l'alimentation et la diversité et l'évolution de l'alimentation qu'on a devant nous.
C'est un moyen aussi de se poser la question des outils de l'agroalimentaire, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des producteurs, il faut des transformateurs. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, on est tous à penser, moi le premier, et pas depuis que je suis ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté, que c'est bien d'avoir des outils de transformation, je pense à des abattoirs. Mais on parle dans le vide, s'il n'y a plus d'abattoirs, et vous avez le sujet chez vous, il y a des sujets ailleurs, on en parlait avec la vice-présidente, ça c'est un sujet. Parce que la résilience, ce n'est pas seulement le producteur. La question des projets alimentaires territoriaux, pour faire simple, parce que au fond, ça vient participer de ça, même s'il y a des tas d'autres outils, ça vient aussi poser la question de l'accès au foncier et de la disponibilité du foncier, qui est un véritable sujet. Et donc, c'est tous ces leviers-là qu'on doit actionner, l'énergie, le sujet foncier, le dialogue entre la société, la capacité à comprendre les cycles. Parce que pour le coup, au Moyen-Âge, on savait ce que c'était qu'un cycle. Alors d'abord, on n'a plus tout à fait les mêmes cycles. Et deux, on s'est un peu déterritorialisé globalement. C'est-à-dire qu'on a un sentiment hors sol de la réalité de ce qu'est la production. Nous, consommateurs, je veux dire. Et donc, il faut qu'on travaille sur l'ensemble de ces, me semble-t-il, de ces sujets-là qui sont les sujets énergétiques. Je reviens en macro. Dans les dérèglements du monde et le dérèglement climatique qui est devant nous, ça pose des problèmes territoriaux. Ça doit poser aussi la question pour le monde agricole et pour l'industrie de transformation de qu'est-ce que vont être le destin de territoires soumis à des règlements climatiques, avec des systèmes qui vont être profondément modifiés par ça. Alors, lutter pour pas qu'on passe à 4 degrés de plus, mais on va quand même vivre à 2 de plus. Et 2 de plus, ça va se voir. On l'a vu cet été, d'ailleurs, et vous l'avez vu dans ce département. Et donc, on a besoin de ça. Et dernier élément, pardon d'être un peu long, mais dernier élément, soucions-nous aussi du reste du monde. Parce que c'est ce qu'on a vu, vous l'avez dit, malheureusement, l'alimentation est redevenue une arme dans les mains de certains. Je pense à M. Poutine, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à un certain nombre de pays qui sont en situation de grande dépendance alimentaire, et donc ça prouve qu'il ne faut pas s'y trouver dans cette situation-là, et là, ça corrobore votre thèse. Il dit, si vous ne vous alignez pas sur ma position, vous n'aurez pas à vous nourrir. Vous ne pourrez pas vous nourrir. Et se nourrir, c'est sans doute la première des libertés qu'on donne à l'homme, parce que c'est simplement la capacité à passer le lendemain. Une des premières libertés, c'est pour un peuple, sa capacité à se nourrir. Mais si à nos frontières, on a des gens qui ne peuvent pas se nourrir, donc ça pose la question des grands équilibres, à la fois pour essayer, eux, qu'ils puissent produire, et quand même dans une forme d'interdépendance avec le dérèglement climatique. Et d'ailleurs, vous n'avez pas dit qu'il fallait se fermer, ce n'est pas ça ce que vous dites. Mais on a besoin de construire aussi nos interdépendances, parce que je vous assure que si l'Égypte ne pouvait pas être alimentée en céréales, le problème, il sera en Égypte, mais il ne sera pas qu'en Égypte. Et donc, la différence par rapport au siècle précédent, c'est aussi qu'on est dans une interdépendance réelle d'interconnexion entre les peuples. Et donc, si on ne résout pas nos problèmes et les autres problèmes, ces pays-là, ils vont être profondément confrontés au dérèglement climatique, plus que nous encore, avec une incapacité à produire sur certains territoires. Ils ont une grande question de résilience, eux aussi. Et donc là aussi, il faut qu'on travaille sur ces systèmes-là. Donc voilà, un peu, il me semble que c'est à toutes ces échelles-là. Ce que je veux dire par là, c'est échelle locale, échelle départementale, échelle régionale, échelle nationale. Je vois plutôt les risques qu'on a devant nous. Mais en fait, à vrai dire, et c'est pas pour faire de l'autosatisfaction, d'abord, c'est pas mon genre, je pense que moi, ma crainte, elle n'est pas tellement sur ce que vous dites là. Je pense que c'est les sujets énergétiques qui sont des sujets centraux et de dérèglement climatique. Et une partie de la réponse, elle est dans ce que vous proposez, me semble-t-il. Henri Frémont, et Monsieur Linou l'a dit, 98% du contenu des aliments consommés dans nos villes est importé d'autres régions ou d'autres pays. Quelles sont justement les forces et les faiblesses de notre territoire, que l'on appelle le jardin de la France? Donc, qu'est-ce qu'on y cultive et qu'est-ce qu'il manque? Alors, qu'est-ce qu'il manque? Il manque. Alors, on a beaucoup de production, bien évidemment. Et si on prend l'exemple que M. Linou nous a présenté, on pourrait très bien se nourrir avec les productions du département. Alors, de fait, il y a un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas, mais on peut très bien se nourrir. Mais je pense que ce qui manque, et c'est un vrai sujet, c'est la transformation dans notre département. On a les matières premières, mais pas l'outil. Voilà, on n'a pas d'outil de transformation, donc soyons clairs, on n'a pas de siège agroalimentaire, on n'a pas de siège de coopérative qui pourrait mettre des contrats dans les exploitations pour faire de la production de légumes, par exemple, de légumes de plein champ, on n'a pratiquement pas. Alors donc, c'est bien l'organisation qui a été faite. Alors j'entends bien ce que Stéphane Linou a dit, ce que vous avez dit, monsieur le préfet, par rapport à l'organisation.
Je ne sais pas si j'ai pris du grade. Monsieur le ministre, je ne sais pas si c'est du grade, mais bon, monsieur le ministre. Mais je pense que par rapport à l'organisation, bon, c'est l'Organisation mondiale qui a voulu ça. À un moment donné, on a produit localement ce qu'on pouvait faire le moins cher possible et on est sur un territoire de zone intermédiaire avec des potentiels pas très importants, avec peu d'irrigation. Donc du coup, on est plutôt sur un marché, sur le marché mondial. Hein, soyons clairs, hein, nos céréales, bon, aujourd'hui, ou en Bretagne pour les élevages, ou sur le marché mondial. Bon, c'est l'organisation qui a été faite. Après, on est aussi dans un département où on a la chance d'avoir un certain nombre de rivières importantes et de fleuves type la Loire, où on avait, il y a encore 30 ou 40 ans, beaucoup de maraîchage qui a été abandonné pour des raisons économiques principalement, hein, parce que les légumes qui venaient d'Espagne arrivaient à 3 fois moins cher que ceux qu'on produisait dans le Val-de-Loire. Donc, est-ce que ça serait utile du coup de recréer ces filières de transformation? Est-ce que ce serait possible selon vous? Alors, tout est On possible. voit l'exemple de l'abattoir de Bourgueil où on avait un outil, on a un outil, hein, le 30 septembre, on ne saura pas si, on doit savoir s'il est liquidé ou si l'activité se poursuit. On voit là la limite, j'allais dire. Alors, moi, je reste persuadé que tout est possible. C'est juste des choix financiers et politiques à certains moments. On a, dans cette évolution de l'agriculture, l'objectif principal, il a été que le consommateur ait accès à de la nourriture en quantité à pas cher. On n'a jamais été chercher à savoir comment l'agriculteur, de base, il allait s'en sortir économiquement. Il avait ordre et on l'a poussé, alors il y a eu des politiques agricoles européennes, on l'a poussé à faire de la production à pas cher. Donc, de fait, on peut faire des salades à moins cher en Espagne que chez nous, mais après, c'est vraiment la volonté politique. On dit que dans le panier de la ménagère, l'alimentation représentait 20 ou 25% il y a quelques décennies. Aujourd'hui, on est à 13 ou 14%. On a l'explication là. Il suffit de remonter ce pourcentage-là parce que c'est la première priorité et ça a bien été dit. Si on veut passer le lendemain, il faut qu'on ait mangé, faut qu'on arrive à boire et à manger. Tout le reste, on n'a pas besoin. Si la télé s'arrête, si le portable s'arrête, c'est pas ça qui nous empêchera de vivre le lendemain. C'est juste des choix politiques et comment on fait par rapport à ça et comment on explique. Alors, quand on parle de pouvoir d'achat, alors c'est vrai que heureusement, je ne peux pas dire heureusement, mais la crise de l'énergie arrivant, alors on parle de pouvoir d'achat vis-à-vis de l'énergie, mais avec le Covid et tout, le pouvoir d'achat du consommateur, c'était que de la faute de l'alimentation. Il y avait que ça qui augmentait, tout le reste, on n'entendait pas parler d'augmentation. Donc, je pense qu'à un moment donné, nous, on reste persuadés dans la profession agricole que d'augmenter de 20% le prix de l'alimentation dans un panier de la ménagère qui représente que 30%, ça fait jamais que 3%. Il y a sûrement possibilité de faire 3% d'économie ailleurs. Mais c'est une volonté politique et économique et qu'il va falloir inculquer dans les têtes du consommateur. Alors, parmi les autres solutions proposées, hein, vous l'avez dit, il faut augmenter la population agricole. Dès 2017, la métropole tourangelle, par le biais de son projet alimentaire territorial, proposait des aides à l'installation. Aujourd'hui, Sylvain Guérin, on en est où? Combien d'agriculteurs installés nouvellement dans le secteur de la métropole? Bonjour, merci. Je voulais revenir sur la question foncière qui a été évoquée à la fois par monsieur Linou et monsieur le ministre, parce que on pourrait se demander pourquoi c'est une métropole qui est amenée à s'exprimer autour de cette table, le sujet agricole étant pas forcément une évidence pour un territoire comme celui de la métropole, considérant qu'il est très urbanisé. Donc cette question du foncier, qui à mon sens explique en partie la disparition des exploitations maraîchères, notamment sur l'axe ligérien, sur notre territoire, elle est vraiment fondamentale. Et d'ailleurs, la métropole, alors je le dis sous le regard attentif de Christian Gattard, qui a présidé à la création de cet établissement public foncier local. Au début, il ne relevait pas de l'évidence de mettre la question agricole dans cet établissement public foncier dans une métropole. On crée des équipements publics majeurs, structurants, on crée de l'habitat, on crée évidemment du développement économique. Et donc le choix qui a été fait par les élus métropolitains à cette époque de mettre aussi la question des espaces agricoles, des EDA dans l'escarcelle, j'allais dire, et dans le champ d'intervention de cet établissement public foncier est majeur. Parce que très clairement, je vais vous répondre à combien on a installé d'agriculteurs insuffisamment. Alors je pourrais vous répondre 6 aussi, ce qui serait un petit peu la même réponse, hein, mais clairement c'est insuffisant, en tout cas pour répondre à l'enjeu de la résilience alimentaire qui est
qui est devant nous, et je partage le fait qu'il soit. Qu'est-ce qui bloque? Il n'y a pas assez de terrain, il n'y a pas assez de volonté d'agriculteurs qui postulent? Alors, la volonté, elle est de plus en plus importante. Je précise, quand je dis qu'on en a installé 6, il y a plein d'autres maraîchers qui se sont réinstallés sur le territoire métropolitain. L'idée, bien sûr, de la métropole et des élus métropolitains, c'était pas, parce qu'on n'est pas dans le cas d'une régie, hein, on ne crée pas des emplois. La question a pu être posée en conseil métropolitain, mais l'idée, c'est bien de donner envie, de susciter l'installation d'agriculteurs. Pour autant, la question du foncier, du coût du foncier, elle reste vraiment majeure, c'est-à-dire qu'on est sur des prix qui sont 10 fois supérieurs à ce qu'on peut trouver dans la métropole. Je parle pour les prix les moins chers, je parle évidemment pas de zones qui seraient aménageables en habitat ou en développement économique, et donc c'est vraiment un frein. Il y a un deuxième frein qu'on n'avait pas forcément imaginé quand on a lancé cette politique, c'est la question du logement. Je vois un ancien élu de Rochecorbon dans la salle. Moi, je me revois sur le terrain, sur un projet dont on parlait avec monsieur le directeur départemental des territoires il y a encore quelques jours, d'installer un maraîcher à Rochecorbon. Et puis, on fait le tour du terrain, puis il me regarde, il me dit « Mais elle est où ma maison ?» Et donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Rochecorbon, c'est une commune où, à l'évidence, on ne pouvait pas fournir un logement qui aurait triplé le coût de l'installation maraîchère aux porteurs de projets. Donc, le projet ne s'est pas fait. Alors, pour d'autres raisons, et peut-être qu'on reviendra aux questions de risque après, j'en parle peut-être pas maintenant, mais voilà, cette question foncière, c'est un blocage. Après, pour le reste, la métropole, elle a aujourd'hui un kit d'installation qui permet à des coûts modérés d'installer des maraîchers, mais encore une fois avec un blocage très important qui est celui de l'accès au foncier. Donc pour évoquer ce risque, hein, vous l'avez dit, monsieur Linou, il y a la possibilité d'intégrer le risque de rupture alimentaire dans le projet alimentaire territorial. Est-ce que ce serait possible justement à l'échelle de la métropole tourangelle ou à celle de la région? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez? Alors, il a évoqué plutôt les plans de sécurité des communes, hein, donc qui ne relèvent pas de la métropole. Nous, sur la question des risques, je l'ai évoqué, et certains autour enfin, dans cette salle connaissent bien le sujet. Nous, le risque principal, c'est le risque d'inondation, en tout cas qui pourrait venir entraîner une rupture d'approvisionnement. Je travaillais encore récemment sur la question du marché de gros de Roche-Pinard, donc qui est propriété de la ville de Tours, mais sur lequel la métropole a répondu à un appel à manifestation de l'État qui s'appelle le projet Amiter, qui est un appel à manifestation sur comment est-ce qu'on intègre le risque dans le développement d'espaces de développement économique ou d'enseignement, etc. Et donc là, je pense à la zone du marché de gros de Roche-Pinard, où il y a aussi des établissements d'enseignement. Bon, il y a un Ikea dont on pense qu'on pourrait peut-être arriver à se passer pendant quelques semaines si le risque se réalisait. Mais clairement, les établissements d'enseignement supérieur, une partie des bus de fil bleu, et donc la question de la mobilité, enfin de Keolis, pardon, et puis le marché de gros, là, on aurait un vrai sujet. Donc, cette intégration du risque, pour nous, aujourd'hui, c'est surtout comment est-ce que sur un territoire qui est hautement inondable, 15 communes de la métropole qui sont inondables, 3 communes entièrement inondables, Lariche, Tours et Saint-Pierre, Lariche, Tours et Lariche, si je le prends dans l'ordre du courant. Et donc là, on a vraiment ce sujet qui est devant nous et sur lequel on travaille avec les services de l'État. C'est ce que l'expliquait, j'allais dire, en off, quand on a préparé avec monsieur Linou. En fait, la population est préparée au risque d'inondation. Il y a des plans qui sont faits et on prépare, entre guillemets, la population à ce risque d'inondation. Mais le risque de pénurie alimentaire, il y a des exercices d'évacuation qui se font de temps en temps. Mais le risque de pénurie alimentaire, monsieur Linou, vous disiez, finalement, on n'y est pas préparé. Vous voulez appuyer sur votre bouton rouge? Oui, et pour justement répondre à monsieur l'élu, désolé, de Tours. Oui, alors les plans communaux de sauvegarde, donc les maires peuvent les enrichir avec le risque qu'ils veulent, hein, évidemment, du moment qu'ils mettent en place des mesures de prévention et de protection. Mais avec la loi Matras qui a été votée donc au mois de novembre dernier, à partir du moment où une commune a un plan communal de sauvegarde, son intercommunalité doit mettre en place un plan intercommunal de sauvegarde. Alors, il n'y a pas de transfert de pouvoir de police, hein, le maire reste maître chez lui, hein, ce n'est pas le président, hein, qui a les pouvoirs de police. Par contre, les sujets peuvent être donc, à partir de ce moment-là, réfléchis à l'échelle intercommunale. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'avec le plan intercommunal de sauvegarde, c'est souvent les mêmes périmètres que les projets alimentaires et territoriaux. C'est souvent aussi les mêmes périmètres que les plans climat, air, énergie, territoire. Et c'est souvent les mêmes périmètres
que les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Et là, on arrive à la question du foncier. Donc là, du coup, avec l'entrée risque et alimentation, on peut arriver à de la planification. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, ça pourrait mettre en cohérence tous ces dispositifs qui existent déjà et on arriverait donc du coup à des projets alimentaires territoriaux enfin systémiques. Puisque pour l'instant, ils ne sont pas obligatoires et jusqu'au plan de relance, ils n'avaient même pas les moyens de fonctionner. Maintenant, avec cette entrée risque, il peut y avoir des PAT musclés et systémiques qui se rapprochent donc justement de la planification, ce qui pourrait peut-être donner des idées à certains pour demander justement au gouvernement le transfert au niveau expérimental de la compétence alimentation. Pourquoi pas? Ce qu'avec le sénateur Marchand, hein, on travaille pas mal ensemble, là, qui a justement fait une évaluation des projets alimentaires territoriaux au niveau français pour que les collectivités soient autorités organisatrices de l'alimentation. Et avec ça, là, il y aurait les moyens et l'autorité pour arriver à ce que nous évoquons maintenant. Donc, tant qu'il n'y a pas un aspect systémique par territoire, eh bien, peut-être qu'on s'épuisera à faire vivre des plans qui ne sont pas assez reliés. Donc, voilà, moi, je limite entre autres pour cela l'entrée risque et alimentation pour arriver à, pourquoi pas, un transfert de la compétence alimentation, pour avoir les moyens de fonctionner. Donc, c'est une proposition que je fais, le sénateur Marchand également, mais je pense que ça aurait de la cohérence et de la gueule. Alors, le réchauffement climatique, tout comme les aléas climatiques, vont bouleverser nos productions. Est-ce que nos agriculteurs s'y préparent? Henri Frémont, est-ce que vous avez des remontées sur ce sujet de la part de vos adhérents? Bien évidemment que nos agriculteurs s'y préparent, puisque les premiers concernés par ces évolutions climatiques, c'est bien l'agriculture. Alors, après, on en parle beaucoup, hein, on fait beaucoup de formations autour de ça, on en discute entre nous, mais aujourd'hui, les solutions, elles ne sont pas si évidentes que ça. Hein. On prend l'exemple, il y a une quinzaine d'années, nos éleveurs, on leur avait dit que ça serait mieux d'avoir plus d'herbe et moins de maïs, parce que le maïs, c'est une plante d'été et que s'il ne tombe pas d'eau l'été, on n'aura pas de production. Sauf qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, on l'a vu cet été, à partir du 1er juin, il n'y avait plus d'herbe. Là. Tous ceux qui avaient une pelouse, ils ont fait des économies de tondage de pelouse cette année. Donc, mais nos éleveurs, eux, jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient pas d'herbe. Donc, comment ils font pour alimenter leurs troupeaux? Donc, voilà, donc, à nous d'essayer de trouver des solutions, mais dans un monde qui bouge beaucoup aussi. Donc, on a tout un travail autour de la qualité des sols, de l'enrichissement de nos sols en matière organique, parce que bien évidemment, c'est la teneur en matière organique qui permet de stocker plus d'eau dans nos sols. Donc, voilà, non, mais on avance sur ces sujets sans avoir forcément beaucoup de solutions. On voit bien, et ça a été dit par rapport à la recherche variétale, hein, clairement, on est quand même en attente sur ces thématiques-là en termes de recherche variétale, où en gros, sur certaines productions, ça doit faire 20 ou 30 ans qu'il n'y a aucune recherche. Hein. On prend l'exemple des protéagineux où alors les différents gouvernements nous font un plan protéines tous les 3 ans, mais aujourd'hui, avec les variétés qu'on a aujourd'hui, ne rêvons pas, on ne fera pas de protéines, on peut nous faire tout le plan qu'on veut. On a des variétés qui ne sont pas adaptées à nos climats et à nos sols. Donc, de toute façon... Et en plus, on a des protéines qui arrivent d'Amérique du Sud, en parlant du soja, à des coûts, alors là, 10 fois moins chers que quand ça arrive chez nous. Donc il faut complètement revoir. Mais sur la sélection variétale, nous, on attend beaucoup de la sélection variétale pour avoir des plantes aujourd'hui adaptées au climat, à nos climats. Alors, on va donner la parole au Crédit Agricole. Est-ce que vos adhérents, justement, vous sollicitent plus suite à des calamités agricoles? Est-ce qu'ils souhaitent aussi réorienter leur production? Et dans ces cas-là, ils ont peut-être besoin de financement, de votre aide? Oui, hein, donc, bien sûr, on est beaucoup appelé. Donc, une année comme cette année, on a parlé de la sécheresse, mais ça a commencé par le gel, ça a continué par la grêle. Il y a aussi dans le monde de l'élevage des crises sanitaires qui se succèdent et qui mettent en péril les exploitations. Et pour faire le lien avec le sujet qu'on évoque, la sécurité alimentaire pour le consommateur, elle passe aussi par la sécurité
on va dire, des exploitations agricoles à chaque fois qu'il y a une crise à passer. Donc là, on est beaucoup appelés. Nos équipes qui sont sur le terrain sont sollicitées. On a beaucoup de délégations. Les décisions sont prises au plus près pour faire du cas particulier et faire du sur-mesure. Mais en fait, on ne veut pas seulement non plus répondre à ceux qui nous appellent. On a aussi la volonté d'aller vers les agriculteurs, puisqu'en fait, tout le monde n'appelle pas. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de difficultés. Quand il y a une crise grave, il y a aussi un phénomène aussi quelquefois d'enfermement. Et donc, on va vers chacun pour toucher tout le monde et réagir rapidement. Et puis voilà, quand c'est plus compliqué, il y a aussi des accompagnements structurels avec les comptables, avec Aide 37 ici, réseau Réagir maintenant. Donc voilà. Après, l'idée, c'est pas être que en pompier quand il y a une crise. C'est aussi, on aime bien aussi plutôt prévenir, plutôt préparer l'avenir, c'est-à-dire investir aussi. Et donc là, on a, par rapport à aux crises climatiques à répétition, on fait la promotion de l'assurance récolte, qui paraît aujourd'hui indispensable pour un jeune agriculteur qui investit. Et puis, quand on peut aider les agriculteurs ou des groupes d'agriculteurs à sécuriser leur production par des investissements, on le fait. On a beaucoup financé des projets de protection du gel dans la vigne, par exemple, ou dans l'arboriculture. On a financé des filets par grêle. On peut être amené à, on va dire, accompagner également, par exemple, des maraîchers ou des producteurs de légumes qui veulent sécuriser leur approvisionnement en eau. Tout ça, il faut le faire. Ça a l'intérêt, il y a le double intérêt de ça. Quand on investit pour protéger les récoltes, il y a l'intérêt on va dire, de sécuriser l'exploitation, mais il y a aussi l'intérêt de sauver la production. Et ce n'est pas toujours nécessaire, mais en cas de pénurie ou de risque, de sauver la production, ça sera, on va dire, plus intéressant que de simplement compenser une perte financière sur l'exploitation. Donc on peut faire d'une pierre deux coups plutôt en protégeant les récoltes. Voilà ce qu'on peut peut-être dire. On va laisser la parole à la salle quelques instants. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, on peut poursuivre ce débat ensemble, mais voilà, un peu d'interaction. Est-ce que de votre côté, vous avez des questions? On a un micro à vous faire passer. Et si vous êtes trop timide, j'enchaîne. Pas de questions du côté de la salle? Monsieur le ministre, je vais revenir vers vous. Le 12 novembre 2021, la Commission européenne a publié un rapport visant à garantir l'approvisionnement et la sécurité alimentaire en temps de crise, adressé aux instances européennes, dont le Parlement, le Conseil de l'Europe, le Comité de région et au CESE, Conseil économique, social et environnemental. Pendant le Covid, nous avons vu les prémices d'une désorganisation alimentaire, vous l'avez dit, et ça se poursuit avec la guerre en Ukraine. Est-ce que l'échelon européen, pour parler de sécurité alimentaire, c'est le bon? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a, je disais, donc je ne vais pas faire des fois ce que je viens de dire, je disais tout à l'heure que tous les échelons ont leur pertinence selon le sujet qu'on a à traiter. Et l'échelon européen n'est pas indifférent au sujet qu'on a à traiter de la souveraineté alimentaire. Alors, il y a les sujets à traiter dans l'urgence, par exemple les couloirs de solidarité pour faire en sorte que les céréales sortent d'Ukraine. Ils ne sont pas une dépendance pour l'Europe, hein. Ils sortent d'Ukraine pour aller dans les pays tiers. Mais ça, c'est un élément important stratégique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépendre uniquement de la volonté de M. Poutine de bombarder ou pas le port d'Odessa. Ce n'est pas possible, ça. Mais ce n'est pas une sécurisation alimentaire pour nous, c'est une sécurisation géopolitique. Donc ça, pour moi, c'est à échelle européenne. Il est aussi à échelle européenne de faire en sorte que les règles que nous nous fixons au niveau intra-européen ne soient pas perturbées, y compris dans les échanges commerciaux. Et on sait bien les luttes d'influence au niveau de la Commission qui a souvent été très orientée vers libre-échange sans contrainte, y compris les questions de concurrence. On ne peut pas à la fois essayer de construire un modèle qui soit résilient et laisser venir à nous des produits qui le sont moins pour être corrects. Le système ne tient pas pour des raisons y compris de distorsion de concurrence. Donc on a besoin, ça c'est à l'échelle européenne. Je disais ça en commission des affaires économiques hier. Si on commence à penser que c'est à l'échelle française, là on rentre dans un système qui va devenir autarcique et qui va poser des problèmes géopolitiques, je le dis très simplement. Mais pour le coup, l'échelle européenne est intéressante. Et donc l'échelle européenne, elle doit poser ça. Elle doit poser aussi les mêmes questions sur la question du dérèglement climatique, parce que on aura du mal à expliquer dans nos territoires les efforts qu'on doit faire. Et je suis le premier à dire qu'il faut les faire sur les questions de dérèglement climatique, qui pour l'agriculture, qui pour l'industrie, qui pour les collectivités. Enfin,
et en même temps expliquer qu'à l'extérieur de nos frontières, on n'essaye pas européenne, on n'essaye pas de peser sur la décision. Parce que là, il y a un sujet de, comment dirais-je, de tension avec nos propres populations qui va naître et qui commence à naître. Parce que il y a beaucoup de gens qui vous disent ah oui, mais la France, c'est que 1% ou un peu plus des gaz à effet de serre. Oui, mais ça ne peut pas être une argumentation. Ça peut pas être une argumentation. Mais en même temps, il faut quand même que chacun ait le sentiment que tout le monde fait sa part de l'effort. Donc l'échelle européenne, elle est importante pour les questions, ça a été évoqué à l'instant, d'innovation variétale. Parce qu'on a besoin, c'est pas la seule voie d'ailleurs pour moi, mais on a besoin de travailler sur ce sujet-là et sur un espère là aussi de confort. On vivait on vivait sur un continent tempéré de guerre, tempéré de climat, tempéré économiquement, tempéré socialement. On est en train de découvrir un peu autre chose. Tempéré sanitairement. Dernière grande crise épidémique, c'est la grippe espagnole. Il y en avait eu une intermédiaire, mais qui avait été moins visible. Et donc, là, pour le coup, c'est dans l'espace européen qu'on doit essayer de traiter ces questions-là. Mais je pense qu'il faut qu'on essaye d'emboîter les échelles. Je voulais juste rebondir sur la question que vous évoquiez un peu audacieuse, de dire donnons la responsabilité alimentaire aux territoires, aux collectivités territoriales. Alors, évidemment, comme je suis ministre, par nature, je vais passer pour un affreux centralisateur, mais j'ai un petit passé toujours récent d'ailleurs, puisque je reste un élu local d'une commune de 700 habitants. Je crois pas, pour faire simple, sans vouloir faire centralisateur, parce que d'abord, on a quand même besoin d'interdépendance. Si chaque territoire fait ce qu'il veut, et puis on sait qu'il y a des orientations politiques qui ne sont pas de la même nature, et c'est très bien dans la vie, la biodiversité politique. Mais si tel territoire dit, moi, ce que je privilégie, parce que ça voudrait dire que le choix alimentaire sera un choix territorial, au bout. Moi, je pense qu'il faut essayer plutôt de raisonner dans les territoires, et je pense que ça peut se faire en coopération avec l'État, parce que moi, je déteste mais je pense que la décision stratégique, parce que pour le coup, vous ne pouvez pas dire à la fois c'est un objet régalien et dire c'est les territoires. Si c'est régalien, il faut un peu d'État. Mais moi, je ne suis pas un centralisateur pour ceux qui me connaissent, donc je suis très à l'aise à le dire, et je ne suis pas suspect puisque je suis élu local. Enfin, je pourrais l'être quand même, mais donc on a besoin de combiner. Ce que fait ici dans le département, monsieur le vice-président, ce que fait la région sur ces sujets-là, les PAT départementaux, ce que vous essayez de monter, on en parlait tout à l'heure sur la question d'un abattoir, ça, pour le coup, mais il faut qu'il y ait l'État aussi d'ailleurs. D'ailleurs, Madame la préfète le sait, il n'est pas improbable qu'on se retourne vers l'État sur ces sujets-là aussi. Donc on a besoin de construire une philosophie commune. Donc niveau européen, niveau national, niveau local, je pense que tout ça doit se combiner. Après, il faut juste qu'on se mette d'accord sur les enjeux, comme on se disait tout à l'heure. Moi, je pense que l'enjeu vraiment central, c'est limiter l'augmentation des gaz à effet de serre et les diminuer, et lutter contre les effets de ce qu'on a fait depuis 50 ou 80 ans, ou peut-être plus, en termes de dérèglement. Moi, je pense que je crains moins une cyberattaque que des inondations majeures. Je crains moins une cyberattaque que des sécheresses ou des grêles beaucoup plus puissantes que encore ce qu'on a connu cette année. Et ça, pour le coup, c'est un facteur de désorganisation alimentaire. Que vous disiez, c'est vrai qu'il y a des plans de sauvegarde sur les questions d'inondation. Sauf que comme on n'a pas vu une inondation de la Loire depuis 100 ans, la mémoire collective a oublié, ce que vous n'avez pas dans ces régions. Parce que malheureusement, dans vos régions, la région que vous connaissez le mieux, il y a une mémoire assez rapide parce que ça revient malheureusement assez rapidement. La dernière crue de la Loire, c'est je ne sais plus quand, 1917 ou 6 ou 7. La vraie, c'est 1866. Donc, il y a plus de témoins. Et comme il n'y a plus de témoins, par nature, il n'y a plus de mémoire. Et donc, on a une construction à faire, et ça rejoint notre projet et notre dialogue. On a une mémoire. Comme nous avons été plutôt protégés pendant des dizaines et des centaines d'années, enfin au moins une centaine d'années, de tas de choses, on a besoin de reconstruire cette culture de la résilience. Inondation alimentaire, énergétique. Parce que tout ça paraissait facile, acquis, sans difficulté. On a des zones aujourd'hui où les gens ont ouvert le robinet et il n'y a pas d'eau qui sort. Parce qu'on ne s'était pas posé la question de se dire qu'en fait, c'est dans 80% des pays, quand vous ouvrez le robinet, vous n'êtes pas sûr qu'il y a de l'eau qui sort. Bon. Donc on redécouvre des choses que nous n'avions pas intégrées dans nos réflexes, pas que comme politique. Et donc on a besoin, sans être dans l'apocalypse, parce que je ne crois pas que la collapsologie et l'apocalypse soient un bon moteur pour les peuples et pour nous, d'ailleurs, tout court, mais au moins d'essayer de poser tranquillement ce qu'on essaie de faire, là, de poser tranquillement, de se dire, ça, il faut qu'on essaie de résoudre cette question de résilience. Celui-là, il faut c'est-à-dire qu'on le fasse les yeux ouverts, parce que
Une partie de la réponse, elle est parce que nous allons impulser, mais une partie de la réponse, c'est la réponse que vont donner les citoyens à l'impulsion. Vous disiez juste prix pour les circuits AMAP et autres, juste prix pour le producteur. 70% des gens vont faire leurs courses dans les supermarchés. On dit alimentation locale, 70% de la viande qui est mise en région, je ne sais pas, mais au niveau national, 70% de la viande qui est proposée aux gens dans les restaurants français, c'est de la viande qui n'est pas française. Petite question quand même, de prise de conscience collective. Et donc, faut qu'on arrive à emmener les comportements, si je peux dire. Et par le fil du risque climatique, par le fil, au fond, de se dire qu'est-ce que c'est qu'une société de consommation qui soit un peu moins folle. Et donc, c'est ça que tirent aussi les sujets alimentaires territoriaux. Je suis d'accord avec l'effet de levier que ça peut avoir. Est-ce qu'avec l'augmentation justement du coût des transports, est-ce que ce serait naïf de penser que on va arrêter de faire passer la frontière à la salade, la frontière espagnole, et qu'on va enfin manger dans nos supermarchés une salade française alors qu'on la cultive juste à côté? Je pense à vous, Monsieur Frémont, puisqu'on a parlé des salades espagnoles. Ben, je sais pas. Oui, de toute façon, ça aura un effet, mais il y a aussi les modèles de production qui peuvent être complètement différents entre régions, entre pays. Quand on parle d'une salade, il faut de l'eau pour produire une salade. Quand on importe une salade d'Espagne, on importe 80% d'eau, en fait, tout bêtement. Donc, et on est sur des modèles où ils n'ont pas de problématique d'irrigation en Espagne. Alors, on ne va pas mettre en avant ce modèle parce que je pense qu'on est, et là, on est les premiers concernés. Alors, eux, leur modèle, par la défense de leur modèle, mais nous, en important leur salade, on est en train d'assécher l'Espagne. De toute façon, c'est une évidence. Donc, je ne sais pas dans 10 ou 15 ans comment ils seront. Donc, à nous aussi, en France, de voir comment on peut par rapport à cette sécurisation de l'accès à l'eau, comment on peut faire. Parce que de toute façon, derrière toute alimentation, derrière toute production agricole, il faut de l'eau. De toute façon, on peut tourner les choses dans tous les sens qu'on veut. Il faudra de toute façon de l'eau. On voit bien que l'eau, alors on a la chance encore, même avec le changement climatique, d'avoir des quantités d'eau qui vont rester similaires, qui vont tomber sur une année civile à peu près de manière similaire, mais avec des grosses quantités par moment et des périodes où on n'en aura pas. À nous d'être intelligents pour essayer de voir comment on peut en capter une partie de cette eau qui tombe en excès à certaines périodes pour pouvoir l'utiliser à d'autres périodes. Alors, c'est des sujets qui sont très polémiques, tout ce qu'on veut, mais de toute façon, ça sera un passage obligé. N'importe quel maraîcher aujourd'hui, qu'il soit bio, pas bio, sur l'export ou en vente directe en AMAP, s'il n'a pas d'eau, il ne peut pas produire de légumes. Je pense qu'il faut l'avoir en tête et il faut trouver des solutions ensemble. Bon, Monsieur Fesneau fait signe qu'il faut abréger. Une dernière question. Je vais mettre à dos tous les mangeurs de viande. On parle d'eau. L'élevage est aussi un grand consommateur, est une filière très consommatrice d'eau. Est-ce que la solution, et là je regarde Monsieur Linou, ne passerait pas par le végétarisme ou pas du tout? Ouh, ça Alors, moi, réagit. juste en 2 secondes, alors, je ne sais pas ce qu'on fait du Massif central, parce que juste derrière la viande, alors de fait, les animaux produisent du méthane, mais en contrepartie, c'est des millions d'hectares de prairies en France, de haies et tout, qui captent aussi du carbone. Donc, s'il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'herbe, parce que je sache, on ne mange pas de l'herbe encore, on ne mange pas de foin le midi. Donc, s'il n'y a plus d'animaux, plus d'herbe, plus de haies, on refait des grandes cultures. Donc, je veux bien, mais il faut quand même faire le calcul autrement que juste en calculant le méthane que les animaux, que les ruminants produisent, je pense. Un mot, Monsieur Linou, ou la conclusion de Monsieur? La conclusion. Ah, Je vais pas me dérober quand même. Pays de Rabelais, je vais vite, quand vite, même vite. répondre très rapidement à cette question, on va dire audacieuse aussi. Non, nous sommes des omnivores, d'accord, mais ce qu'il y a donc on mange de tout, on est fait aussi pour manger de tout, mais il faut quand même être très clair et le reconnaître, nous mangeons trop, évidemment, trop de viande. Ça, c'est une évidence. C'est pas bon pour le climat, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour tout ça, d'en manger autant que ce que nous en mangeons. Oui, il ne faut pas non plus mélanger et faire l'amalgame, un mauvais amalgame entre l'élevage extensif et l'élevage industriel. Donc en fait, voilà, faut être assez nuancé, assez précis. Donc oui, effectivement, les accords de Paris que nous avons signés, on ne sait pas ce qu'on a signé, mais si on regarde bien, il faut diviser par 5 notre bilan carbone, budget carbone. Et c'est vrai que ça passe par moins de viande. Mais moins de viande ne veut pas dire plus du tout de viande. Et autant qu'elle soit
issus d'élevage diversifié en polyculture élevage pour reboucler les divers cycles dans les territoires. Donc en fait, voilà, le plus important, c'est de flécher intelligemment sa consommation et ça fera toujours travailler les producteurs locaux que voilà, les producteurs de lentilles et les légumineuses. Je veux dire, les producteurs, ils existent. Donc voilà, c'est la réponse que je peux faire. La conclusion, Monsieur Fesneau, parce que je sais que vous devez partir. Non? On m'a dit Non, 11h30. non, j'étais Ah bah, très pas. bien, Non, restez non, avec nous. pourquoi vous me chassez tout de suite J'étais bien là, moi. Bon, bah, très bien. Euh, En plus, il y a des questions. on va pouvoir prendre des questions, mais non, mais je dis un mot de la question sensible, tout en regardant les animaux qui seront peut-être les futurs animaux de nos forêts en région centre. Val-de-Marne, disant que le dérèglement climatique était déjà à l'œuvre en Touraine. Mais je trouvais que c'était pas très local. Mais cette plaisanterie mise à part, la question de la viande, alors je vais essayer de la poser un petit peu. Je suis pas très loin de la réponse que vous faites d'ailleurs. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau mondial, si nous consommions au niveau mondial la même quantité de viande que nous consommons par habitant dans nos pays, le système ne tient pas. Donc il faut se le dire quand même. Deux, qu'il faut différencier, parce qu'il y a ce que vous avez dit à juste titre, en fait, on pourrait différencier dans la viande ce qui est la viande rouge, ruminant, production de méthane, et d'autres qui sont moins avec ces difficultés-là. 2-3 éléments de réponse. Un, compte tenu de ce qu'est le volume de viande qui n'est pas consommée en France, qui n'est pas française. On pourrait, je reprends mon exemple de la restauration, on peut avoir une diminution de la consommation, mais si c'est de la consommation française qui booste, ça va plutôt bien se passer, notre affaire. Deuxième élément, on ne peut pas à la fois dire qu'il faut qu'on construise des systèmes agroécologiques qui, pour beaucoup, sont des systèmes basés sur un mélange grande culture viande, grande culture élevage. On ne peut pas dire qu'il faut qu'on glisse des engrais minéraux très énergivores vers des engrais organiques sans se dire que les engrais organiques, alors il y en a d'autres, mais enfin quand même c'est pas mal l'élevage. Et donc dans le modèle qu'on a à construire, et je commencerai presque par ça, Monsieur le Président, c'est pas la question des haies et des prairies. Dans le modèle qu'on a à construire, y compris agricole, on a besoin d'élevage. Sinon, ça ne tient pas notre affaire. Parce ça c'est vieux comme le monde, même du temps du Moyen-Âge, on a toujours eu besoin de fertilisants. Mais à l'époque, on se servait du fertilisant organique et humain. Chaque jour suffit sa peine. Ne dites pas trop des trucs comme ça, vous allez finir par nous rendre stressés sur le bond en arrière, là, pour le coup. Mais c'est ça la base du système. Alors, essayons de reconquérir nos marchés. C'est des questions de compétitivité. Essayons de travailler sur des filières qui dégagent du carbone pour regarder, y compris, je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits au niveau national et européen pour avoir des systèmes qui soient moins dégageurs, si je peux dire, de gaz à effet de serre par l'alimentation des ruminants. C'est comme ça qu'il faut poser la question. Dire que c'est le statu quo, même à ma place, je trouve que c'est une erreur, parce que c'est mettre les éleveurs dans une situation d'impasse. Dire qu'on a des sujets de reconquête de notre marché intérieur qui permettront de compenser par ailleurs des effets de baisse et qui permettront au final d'avoir la rémunération. Parce que la question pour beaucoup d'éleveurs, ce n'est pas la question de savoir s'ils vendent des vaches, c'est de savoir à quel prix ils les vendent. Donc c'est ça notre sujet. C'est là que ça tire la pelote, y compris du sujet que nous avons. Et juste un mot sur ce qu'on disait sur la question de l'eau, qui est évidemment une question éminente. Moi, je trouve que la question, on ne la réglera pas par les débats nationaux et les caricatures nationales pour ou contre. Vous voyez, je trouve que ce n'est pas le sujet. Je pense que le sujet, c'est de dire, dans ce territoire, on veut quoi? On veut de l'élevage? Va falloir de l'eau. On veut du maraîchage? Va falloir de l'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne rééquilibre pas nos... Et donc, par le plan alimentaire territorial, par la réflexion alimentaire territoriale, on a un débat après avec les citoyens pour dire, il y a une réserve en eau, mais c'est en fait un peu pour vous nourrir. Parce que moi, je suis toujours fasciné des débats qu'on a. Les agriculteurs, c'est un bien commun. Ils prélèvent de l'eau au bien commun. Mais enfin, ils prélèvent de l'eau, ce n'est pas pour remplir les piscines. Hein. Ils prélèvent de l'eau pour donner à manger à des plantes qui, parfois elles-mêmes, donnent à manger à des animaux. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On le mange, nous. Donc, l'eau prélevée par l'agriculture, c'est un bien commun qu'il redistribue par l'alimentation. Et ça, le dialogue alimentaire territorial, il vient poser cette question-là. Le jour où j'étais sur une radio, quelqu'un téléphone, pose une question. Bonjour, je suis maraîcher bio à Sivins. Bon. Et il disait, alors je ne sais pas pour défendre Sivins que je dis ça, mais il disait,
n'avez pas fait Sivins, je perds 80% de ma récolte en maraîchage. Donc si on ne pose pas cette question de l'accès à une ressource essentielle, le foncier est une ressource essentielle, l'eau est une ressource essentielle. Non pas, j'en dis un mot, pardon, je suis un peu long, mais non pas pour dire c'est le statu quo des modèles. Hein. Y compris, on a une grande chance et un grand malheur, c'est qu'on a la moitié de la population agricole qui peut partir à la retraite dans les 10 années qui viennent. Qui pourra partir et qui probablement partira. Si on arrive à installer les gens sur un système qui n'est pas le système d'actel, mais sur le système en dérèglement climatique et avec les nécessités qu'on vient d'évoquer, énergétique, de consommation, d'évolution de consommation, en 10 ans, on peut faire un saut gigantesque. Parce que c'est compliqué la transition. Vous avez 55 ans, vous avez toujours eu les mêmes pratiques agricoles, aller sur des plateaux de télévision, dire yaka, faut qu'on, faut interdire, c'est un petit peu plus compliqué que ça. La résilience d'un système, c'est du temps long. Le monde agricole, comme vous l'avez bien dit, quand même des pratiques longues et des évolutions qui sont dures à mettre en place quand en plus il n'y a pas la rémunération. Mais dans le mouvement de renouvellement des générations, il faut qu'on intègre cette transition. Ce n'est pas une transmission reprise qu'on va faire, c'est une transmission transition. Parce que si on met des jeunes sur des systèmes dont on sait qu'ils sont des impasses énergétiques, hydrauliques, alors à ce moment-là, on fait défaut à notre responsabilité. Et c'est là que, pour le coup, et ça rejoint la finalité de notre table ronde, c'est là que le débat alimentaire territorial, au-delà de son côté sécurisation, il a son utilité. Parce que si dans tous les territoires, on essaie de se poser des questions comme on se les pose depuis tout à l'heure, alors on fera avancer la cause, la même, c'est-à-dire souveraineté et transition. Et moi, je vois très bien parfois les débats qui se nourrissent sur... comme il faut de la souveraineté, il faut qu'on oublie la question de la transition. Si on n'est pas capable de répondre aux défis climatiques, il n'y a pas de souveraineté, parce qu'il y a des endroits cette année en France où le modèle, vous l'avez dit, ne tient pas. Donc, ce n'est pas la question de dire qu'il faut produire plus. De toute façon, structurellement, si on veut produire au moins autant, parce que pour moi, c'est quand même ça le sujet aussi, il faut quand même qu'on fasse la transition, pour le bien de la planète et pour le bien du sujet lui-même de transition. Donc voilà sur quoi, à mon avis, les questions territoriales et la question de l'alimentation posée au niveau territorial, me semble-t-il, est une question utile, au-delà de la question sécuritaire. Il y avait des questions dans la salle? Je voulais vous poser une question. On a un tout petit peu parlé du consommateur. Il y a une étude Ipsos récente qui posait la question aux Français: pour quelle cause êtes-vous prêt à manifester? La défense de mon pouvoir d'achat 40%, le climat 13%. Parallèlement, on sait que l'État, quand il y a des enjeux importants, sait dégager des budgets importants de communication, d'éducation. On l'a vu pour le Covid. Qui n'a pas vu les spots, les campagnes qui existaient pour faire évoluer la pensée? Qui n'a pas vu les campagnes en matière de consommation sur manger 5 fruits et légumes par jour? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas un discours pédagogique plus audible sur le consommé local aujourd'hui, quels que soient les gouvernements, hein, peu importe. Sur les dernières années, on n'a quand même pas eu une mobilisation forte de pédagogie sur ce sujet. La réponse s'adresse à M. le ministre, en fait. Je me suis senti saisi, mais quand je serai plus ministre et qu'on me posera la question, je dirai, c'était pas pour moi, en fait. Vous avez tout à fait raison. Et ça rejoint d'ailleurs le sujet qu'on a, hein, sur les sujets de territorialisation des plans alimentation. C'est vrai qu'on manque de deux choses. On manque d'actions de communication qui sont un peu... vos emplettes, c'est votre souveraineté. Vos emplettes, c'est le climat. Vos emplettes, c'est... Voilà. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on construise ça. Alors, venant d'arriver, j'ai espoir qu'on arrive à le faire. On verra quels sont les éléments de blocage, mais je suis absolument certain de ce sujet-là. Ça n'empêche pas d'ailleurs la déclinaison locale pour qu'on fasse comprendre là où il y a de la conflictualité, de voisinage, les choses. Premier élément. Mais deuxième élément, on a besoin de remettre l'alimentation, ce que vous dites un peu d'ailleurs dans votre propos tout à l'heure, de l'alimentation au cœur du sujet des Français. Alors les Français ont reparlé un peu d'alimentation au moment de la Covid, parce qu'ils ont refait de la cuisine chez eux. On l'a un peu oublié après, mais quand même, ils ont reposé ces questions-là. Mais je suis fasciné du point, et ça c'est aussi pour l'État, hein, je le dis humblement, on n'arrive pas à faire... Je trouve que la question pédagogique de l'alimentation pour des jeunes, non pas la caricature de dire ils savent, le poisson, ils pensent que c'est un carré Findus, mais il n'y a pas que ça, à la limite. Mais
D'abord, l'absence d'interaction avec le milieu agricole, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la réalité du métier. Je parlais avec mon collègue ministre de l'Agriculture allemand, issu de l'équivalent d'Europe Écologie. Il me dit, moi, je vais essayer de développer des stages des jeunes dans les exploitations agricoles. Il dit, il y a quelque chose qui ne se comprend pas dans cet écosystème-là. Et deux, il faut dire, c'est quoi de la viande? Quelle est la répartition entre végétal et animal? Et donc, on a besoin, par ailleurs, au-delà de campagne de communication régulière, de faire des campagnes de pédagogie. C'est pas facile, parce que c'est pas la culture de l'éducation nationale non plus, hein. Mais c'est pas un reproche, c'est juste que c'est comme ça. Mais il y a besoin de porter une forme de culture générale de l'aliment. C'est pas forcément l'abondance comme ça, on tourne pas le robinet, on a ce qu'il faut. Comment on arrive à produire de la volaille? Comment on arrive à produire quel est le chemin d'une salade? Et après qu'il y ait aussi une éducation à l'alimentation d'un point de vue nutritionnel. Parce que la vérité, on voit bien les différences de statut des gens selon qu'ils sont d'un milieu favorisé ou d'un milieu défavorisé. C'est un grand élément pour les plus défavorisés, l'alimentation. Et avec les problèmes de santé qui viennent derrière. Donc c'est une cause pour l'agriculture, c'est une cause pour l'alimentation, puis c'est une cause de santé publique et une question environnementale. Donc c'est vraiment la pédagogie en scolaire est un élément. On a perdu cette pédagogie pour les raisons que vous évoquez. On s'est éloigné du sujet agricole parce que la population n'était plus agricole. C'est tout. Il y avait une autre question, monsieur. Alors j'indique, voilà, monsieur en rose, allez tout au bout. Il y avait le micro. Attendez. Oui. Bonjour à tous, Jean-Michel Estivier, Atout et perspectives à la colonie de Mettray. Vous parliez de former les gens, et donc nous formons des jeunes à Mettray pour faire des agriculteurs bio. Donc nous avons commencé, nous avons 8 serres, et nous allons lancer dans quelques temps, avec l'aide de la Chambre d'agriculture, un recyclage, une conserverie, une transformation que nous allons lancer sous 1 an à peu près, parce qu'il faut du temps pour mettre ça en place. Donc nous avons en gros 40 jeunes que nous formons à ces deux, que nous formerons et que nous formons à ces deux destinations. Par contre, Monsieur le Ministre, je trouve que vous aviez été, effectivement, vous avez constaté qu'on n'avait pas eu de pénurie lors du Covid en France, puisqu'il y avait des grandes surfaces. Mais effectivement, on a eu beaucoup de chance parce que les transporteurs, les livreurs, ils n'attrapaient pas le Covid. On avait beaucoup de chance. On avait aussi les employés des grandes surfaces, ils attrapaient le Covid. C'est pour ça qu'on a réussi à ne pas manquer d'alimentation. Et également, si vous voulez, moi, j'ai pas de chance. Quand je vais dans ma grande surface, à Cire-sur-Loire, vous avez 80% de légumes et de fruits qui sont d'Espagne. Et j'ai pas de peau. Quand je vais manger au restaurant, j'ai de la viande irlandaise, polonaise, allemande. Je pense que là-dessus, il y a quand même beaucoup de travail. Et quand on veut faire financer la transformation pour éviter de jeter des choses et qu'on se dirige vers nos élus, pour la métropole, etc., on ne voit pas de précipitation pour financer ça. Et donc, on aimerait bien être aidé. Et on remercie la Chambre d'agriculture qui va être au capital de la SIC que nous construisions, que nous mettons en place à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était donc une remarque plutôt qu'une question. Derrière vous. Juste sur la chaîne alimentaire, pardon, j'ai pas dit autre chose que la chaîne alimentaire s'était mobilisée, y compris parce que des gens sont allés au travail sans protection et dans des conditions, bien sûr. Bien sûr. Je dis pas que c'était satisfaisant. Et là, pour le coup, c'était une autre résilience que nous n'avions pas imaginée, c'était la résilience au masque. Mais c'est le même sujet. C'est exactement le même sujet. Bonjour à tous. Question, si je vais être original pour Monsieur le Ministre, est-ce que justement, ça rejoint un petit peu ce que disait le monsieur, est-ce que l'État ne doit pas prendre des décisions fortes, imposer des choses, même si je ne suis pas pour en général, mais dans le cadre justement de quand on va au supermarché, quand on s'aperçoit qu'il y a 80% ou 70% des produits qui viennent d'ailleurs, que dans les restaurants, pareil, c'est de la viande importée alors qu'on a ce qu'il faut en France. Est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État justement
d'imposer des quotas. On l'avait fait à l'époque de la culture française sur la francophonie auprès des radios. Est-ce que dans la crise qu'on vit actuellement, la crise écologique et pas seulement climatique, est-ce que c'est pas le rôle de l'État de protéger justement ses agriculteurs et ses éleveurs en imposant des choses? Ouais, il me semble quand même qu'il faut qu'on évite d'être en permanence, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le rôle de l'État de se substituer quand même à ce que sont les attitudes individuelles. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des choses et qu'on n'essaye pas de faire des choses, et que des choses qui peuvent avancer, même si parfois. Moi, je considère qu'Egalim, c'est un grand mécanisme de régulation quand même, hein. Même si ça dysfonctionne avec Ukraine là en ce moment, pour la première fois, Egalim 2, on n'a pas été en déflation sur les prix des produits agricoles. Parler d'une victoire quand même qui paraît quand on voit les choses, c'est-à-dire que depuis 10 ans, les produits agricoles, ils étaient payés moins cher d'une année sur l'autre, avec même une petite inflation. Ça, c'est un système qui ne tient pas économiquement. Donc, on a mis en place des mécanismes de régulation. Et si on commence à rentrer dans des États, alors je connais mal la Corée du Nord, mais je pense que même en Corée du Nord, de toute façon, ils n'ont pas de sujet, puisque eux, ils ont de la famine, puisqu'ils sont complètement fermés sur leurs frontières. On ne dit pas aux consommateurs, par la loi, ce qu'il doit consommer. Le travail qu'on a à faire, c'est un travail d'aider les agriculteurs et la transformation à être mieux visibles. Et c'est là que la question territoriale a son intérêt, entre autres. Et deux, il faut qu'on pose la question quand même du prix, hein. Les mêmes qui vous disent il faut prendre des produits français vous disent attention à l'inflation et ça coûte trop cher. Mais soit il y a de la compétitivité, enfin, quand bien même, c'est le monsieur précédent qui est intervenu, quand bien même il y a 70% de fruits et légumes venant de l'extérieur des frontières françaises, il en reste donc 30 sur lesquels on peut faire le choix du français. Donc c'est un choix quand même un peu me semble-t-il, de consommateur qu'il faut éclairer à la lumière de ce qu'est la conséquence d'un acte quand le produit fait des dizaines de milliers de kilomètres. Dernier élément quand même, vous ne m'entendrez pas non plus dire qu'il faut complètement fermer nos frontières. Parce que je pense qu'une agriculture, pour qu'elle tienne aussi, parce que ce n'est pas un truc où on choisit les produits qui rentrent et on choisit pas et on ne se fait pas imposer les produits qui ne sortent pas. Dire, on a un écosystème agricole, on est dans une région, vous le disiez, un peu rabelaisienne, parfois un peu enivrée, vous disiez. Je n'ai pas dit ça, hein. Non, mais c'est ce qu'ils voyaient ça. Ils voyaient ça de loin, du Grand Sud, mais c'est à cause de Rabelais. C'était plutôt arrosé qu'enivré. On est quand même une terre où on exporte beaucoup de produits, hein. Pardon. Et donc, commencer à rentrer dans un schéma où on serait strictement à dire la logique, c'est d'être complètement sans échange aux frontières, y compris d'ailleurs dans des périodes d'aléas, à mon avis, ça serait un grand risque. On est d'accord? Non, mais c'est juste pour répondre à la question. Mais il faut qu'on arrive à orienter le consommateur, il faut qu'on arrive, nous, à redonner de la productivité. La question sur les fruits et légumes, c'est on n'a pas les mêmes normes, y compris sur les produits qui sont utilisés selon les filières, parce que nous avons fait plus, mais ça ne change rien. Sur les cerises, on a interdit des tas de produits, résultat, on n'a plus de production de cerises et les cerises viennent d'Espagne. Bon, très bien. On a gagné quoi? Rien. Rien. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas se poser la question du produit, mais je préférais qu'on l'interdise au niveau européen. Parce que c'est ça la logique, pour moi. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faut sortir d'un certain nombre de produits sans aucune difficulté. Et je l'assume parfaitement comme ministre de l'Agriculture. Mais si c'est pour le faire chez nous et que tous les autres fassent autrement, là, on rentre dans une logique mortifère. Et sur les fruits et légumes, c'est ça. Puis on a un deuxième sujet, c'est un sujet salarial. Et là, c'est là qu'on a intérêt, y compris au niveau européen, à faire monter le prix de la main-d'œuvre pour les autres pays européens et les salariés des autres pays européens, parce que sinon, c'est aussi une distorsion qui se crée. Donc ça aussi, il faut le travailler, me semble-t-il. Sylvain Guérin, vous vouliez intervenir pour la métropole? Oui, juste sur les trois questions qui ont été posées. Sur la question de la communication, alors je ne suis pas mandaté pour défendre l'action de l'État, mais je pense notamment sur la question du gaspillage alimentaire. Il y a eu un travail important d'acculturation qui a été fait, et c'était aussi pour citer cette question du gaspillage, parce que la résilience, elle passe aussi par le fait de ne pas gaspiller 50%. Ça dépend des produits et ça dépend des études, des produits qu'on acquiert. Et c'est à mon avis un élément important, à la fois de la résilience et aussi de l'acculturation, et qui passe d'ailleurs beaucoup par les jeunes générations, à qui, quand on explique effectivement qu'on peut dépasser la DLUO, parce qu'une DLUO, c'est pas un produit qui est plus consommable.
Et puis en plus, par ailleurs, qu'il y a quelques ressorts sociaux, à l'évidence. J'entendais le président d'Atout et Perspectives qui est aussi impliqué dans des projets, enfin dans le projet qu'il évoquait. Autour de la table, il y a aussi la banque alimentaire avec aussi une volonté de redistribution. Sur la consommation du hypermarché de Saint-Cyr, je ne veux pas me fâcher avec les hypermarchés de Saint-Cyr ou d'ailleurs, mais pour moi, la question, elle est quand même, elle appartient aux consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une offre qui est importante, donc soit de grande distribution qui, par ailleurs, s'adapterait à la question de l'achat local, puisque je laisserai M. Perron en parler s'il le souhaite, mais il y a aussi de plus en plus d'offres locales dans les supermarchés. Il y a aussi des structures type magasin de producteurs qui s'installent de plus en plus de tête. Il y en a un pas loin d'ici, la Charrette, qui est très connue, qui est adossée au lycée agricole, soutenu par la région. Enfin voilà, il y a quand même tout un écosystème qui se fait autour de ça. Il y a des AMAP, ça a pu être évoqué tout à l'heure par M. Linou. Alors, juste moi, sur la question de la période Covid, dans ce qu'on a pu constater, y compris d'ailleurs sur des initiatives qu'on avait prises en commun avec la Chambre d'agriculture, l'espèce d'euphorie qu'il y a eu de consommer local pendant le Covid, elle est quand même vite retombée parce qu'on est tous pareils, qu'on a nos habitudes, que la question des temporalités se pose à chacun d'entre nous. Enfin voilà, c'est pas un sujet simple de garder, j'allais dire, ces bonnes habitudes, de préférer la map au drive, quoi. Et encore une fois, sans créer de hiérarchie entre les deux, hein, mais on voit bien les ressorts des uns et des autres. Et puis, dernier point, et pour aller dans le sens de ce que disait M. le ministre, je pense, et qui répond d'ailleurs un peu aux trois questions, la question des Galim, quand bien même ce n'est pas quelque chose qui impose, effectivement, comme pourrait être le cas dans certains autres États qui ont pu être cités, mais pour autant, en termes d'acculturation, en termes de changement des pratiques, notamment dans la restauration collective et pas que la restauration scolaire, je pense que, et on ne peut pas le mesurer aujourd'hui, évidemment, je pense qu'on le mesurera dans 10 ans, dans 15 ans, quand l'ensemble de la restauration collective, qu'elle soit au niveau régional, départemental ou des communes, et puis dans la restauration collective privée également, dans les entreprises, je pense qu'on pourra mesurer les impacts des Galim aussi bien en termes pour les producteurs, pour les distributeurs aussi et pour les consommateurs. Un mot de conclusion, Monsieur le Ministre? Non, juste, c'est vrai je me disais qu'il fallait que j'en parle, et vous en avez parlé, vous avez raison, c'est la question du gaspillage alimentaire. C'est quand même, et reconnaissons-le, le modèle économique s'est un peu construit en intégrant la perte. Hein. Et c'est quand même un peu paradoxal, on va dire. Parce que ressources rares, dérèglement climatique, on a quand même, et là aussi, le local permet de poser ces questions. Je participe tout à fait de l'idée qu'une grande partie de la question, y compris pour amoindrir la part de l'agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre, elle se tient pas au début de la chaîne, mais elle se tient au milieu de la chaîne. Je crois que 20% des produits au niveau mondial sont perdus, soit parce qu'il y a un ravageur qui se met une fois la récolte faite, soit parce qu'il y a un problème de logistique, un problème de stockage, et dans les assiettes. Alors chez nous, c'est beaucoup dans les assiettes aussi, parce que la logistique fonctionne plutôt bien. Donc c'est vrai que c'est un sujet absolument central et qui pourrait être évoqué, réglé, pensé, mais c'est un modèle économique à penser aussi. Donc ça, c'est un peu paradoxal. Donc je participe de ça, et j'ai oublié ce que je voulais dire après, donc tout va bien. Mais voilà, pour moi, un des éléments sur lequel on peut travailler, parce que je pense, ah oui, c'est Egalim. Je vous invite à juste regarder quel était le débat au début de l'été d'une célèbre enseigne qui porte le nom de son propriétaire. Comme ça, vous avez déjà un cadre. Le début de l'été, c'est nous, on est là pour protéger les prix, l'inflation, il faut pas... Et donc, il faisait peser dans le débat l'idée de le bon prix, c'est le bas prix. Et il s'est passé un truc dans l'été qui est assez intéressant et qui est le produit d'Egalim et de ce qu'on essaye de faire collectivement. Hein. Ce n'est pas la question de tirer la couverture à nous, c'est que tout d'un coup, quelqu'un a compris que si on ne rémunérait pas, il y aurait des ruptures dans la chaîne pour des effets induits liés aux questions énergétiques. Et tout d'un coup, le même dit « Ah non, il faut payer les producteurs parce que sinon, je n'aurai pas les références dans les étals. » Parce que pour la première fois, la crise énergétique vient poser le problème quantitatif. Non pas que nous ayons pas les facteurs de production, simplement parce qu'il n'y a pas... parce que, ou en tout cas, globalement, on les a, mais parce qu'il n'y a pas d'équilibre économique. Personne ne se souciait de se dire, après tout, le paysan, il n'est pas payé, mais à la fin, il me fera ma brique de lait.
Et je suis intéressé de voir que dans la grande distribution, les gens commencent à dire « Non, non, il faut payer. Non, mais je suis pour la brique de lait à 1 euro. » Jamais vous avez entendu quelqu'un dire qu'il était pour une brique de lait qui soit plus haute en tarif aujourd'hui, demain qu'aujourd'hui. Parce que ça devient un argument, et c'est là que le consommateur a son rôle. Et que nous avons un rôle. C'est un argument de... Ça va finir par être un argument de vente. Parce qu'à la question, il faut quand même que les gens puissent répondre à la question, est-ce que le producteur est rémunéré pour que la chaîne se tienne? Parce que vous verrez dans la saison qui s'ouvre, il y a des références qui vont manquer dans des grandes surfaces. Hein. Pas parce qu'on est en situation de pré-famine, c'est juste parce qu'on ne rémunère pas les gens. Moi, les endives, ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas quelque chose qui est répercuté un peu dans le prix et un peu dans ce qu'on peut faire nous, aïe, aïe. Bah, il va y avoir moins d'endives. Hein. Et donc, cette inversion-là, liée à Egalim, liée au contexte, est un sujet à creuser, parce que dire nos emplettes sont notre souveraineté, donc, et pas nos emplettes sont seulement nos emplois, comme avait fait habilement à l'époque, c'était les chambres de métier, je crois, les chambres de commerce. Je trouve que nos emplettes, c'est notre souveraineté, c'est-à-dire si vous ne payez pas le producteur, à la fin, vous n'aurez plus votre brique de lait. C'est ça qui est en train un peu de se passer. Dans le débat que j'ai eu avec cette enseigne, je trouvais intéressant que ça se finisse par oui, il faut payer le producteur. Alors après, du coup, ça tombe sur le transformateur, parce que c'est toujours le maillon d'après qui... Mais moi, je prends les maillons dans l'ordre chronologique et on prendra le suivant après. Parce que c'est la même chose. Mais c'est une prise de conscience aussi du consommateur. Parce que j'entendais quelqu'un qui me disait « J'ai acheté ma brique de lait, monsieur le ministre, à 1 euro. » Espèce de motif de fierté. C'est-à-dire, je l'ai payé cher et je suis content de l'avoir payé cher. Et parfois, quand on regarde... Alors, il y a des difficultés sociales quand même, hein. Mais quand on regarde, c'est pour peu de choses, on tient la souveraineté. Et donc, c'est aussi un élément qui permet d'être aussi un élément de conclusion. Merci. On va remercier les différents interlocuteurs.